comment vous voulez vraiment redresser la barre si vous ne travaillez pas sur cette adaptation. La détox, c'est bien, mais ce n'est qu'une partie finalement de la problématique. Les régimes, il faut l'adapter à soi, mais malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'optimisent pas leur mode de vie, leur alimentation, et donc du coup, ça devient très compliqué, justement, de ne pas avoir de carence. Et ce qui est intéressant, c'est que le fond précède la forme, j'adore cette phrase, ce qui veut dire que vos hormones marquent complètement le corps, les rides, les expressions, votre caractéristique, votre mood, le mot qu'on aime bien, le mood. Qui c'est qui va faire mesurer sa testo aujourd'hui? C'est le 35, 45, 55, 65, et il a pas des taux de 18 ans, quoi. Forcément, les moyennes sont pas représentatives de la population générale. Il y a 10 femmes pour un homme sur les problématiques thyroïdiennes. Sans compter que, en plus, tu as le mécanisme où tous les types d'oestrogènes abaissent naturellement lorsqu'elles sont élevées. Les oestrogènes sont là, ta fonction thyroïdienne a tendance à baisser. Est-ce que des conseils pour améliorer la testostérone? Ah oui, plein. Tout bête. Bienvenue dans Corps et Esprit. Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier Et Flavio Guillonneau, coach santé depuis 2019, fondateur du Pareto de la santé, notre accompagnement pour se remettre en forme physique et mentale. et de Nutripreneur, notre marque de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés. Afin de développer un corps et un esprit solides pour réaliser vos rêves et défis les plus fous. Bon épisode. Bon, bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps et Esprit. Aujourd'hui, on re-reçoit Ouais. François qui était déjà passé. L'épisode avait énormément plu, on s'est dit qu'on allait le refaire. Donc je vous préviens, il va y avoir beaucoup d'informations. Écoutez ça tranquillement, pas besoin de prendre des notes. On vous met un e-book récapitulatif en description. Comme ça, tu vois, ils peuvent avoir un petit peu le récap de tout pour être vraiment concentrés. Et avant de vous lancer, merci aussi à Nutripreneur, notre propre marque de compléments alimentaires qui nous auto-sponsorise le podcast. C'est ça. Et oui, c'est quand même bien fait. Voilà, maintenant qu'on a dit ça, François, quand vas-tu? Bah ça va bien, ça va. Ça me fait plaisir de vous revoir tous les deux après. Ouais, c'est Un quoi, an pile, un an, ouais. qu'on a tourné le dernier épisode. T'étais avec Bastien C'était et là avec Bastien qu'on t'es tout embrasse. seul là. Ouais. Ouais, notre Bastien qui nous manque. Ça, Ouais. ouais. T'es pas trop impressionné d'être juste avec nous deux, ça va? Non. Ça va. En one contre deux là, ça Ouais. me fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, j'allais dire quitter, mais je pense que ça va prendre une éternité, mais plutôt, c'est quoi ton expertise et pourquoi t'es là aujourd'hui? Alors, naturo, et puis là, on est là aujourd'hui pour parler métabolisme. On est là pour parler un petit peu de toutes les petites astuces qui pourraient tourner autour de cette thématique sans être trop prise de tête, mais en donnant quand même des pistes et des informations concrètes. Magnifique. Voilà. C'est intéressant aussi, est-ce que tu peux, avant qu'on aille sur le vif du sujet, quand tu dis naturopathe aux gens, il y a quand même cette image du mec dans la forêt perché. Malheureusement, il y a encore cette image, tu vois, qui... Non, mais c'est vrai qu'il va faire ses incantations. Pourtant, t'es probablement la personne que je connais qui a le plus de connaissances. Oui, je suis la personne qui s'est pointée à votre soirée avec une bouteille de vin aussi. Oui, d'ailleurs, oui aussi, ça les a choqués. Bon, on a fait exprès, on est plusieurs naturopathes aussi à... Comme par exemple Pierre-Valentin Marchesso, père de la naturopathie, lui quand il venait sur Paris, tu vois, il faisait entrée, plat, dessert, vin, bière, il faisait tout ça. Il montrait que si tu déjà sur 6 jours tu fais suffisamment d'efforts, pourquoi quand tu es en soirée avec des gens, tu devrais ne pas avoir une certaine forme de lâcher prise aussi. C'est une forme de Pareto de la santé un peu. Un petit peu. C'est la naturopathie. Non, mais pourquoi aujourd'hui il y a cette image de la naturopathie? Est-ce que c'est parce que objectivement il y en a beaucoup qui en fait sont trop attention, parce que c'est ça le mot qui revient, c'est attention. Pourtant quand on te voit, on vit bien, juste on s'y connaît très bien. Tu fais du sport, tu soulèves plus que 99% des gens qui écouteront ce podcast en termes de force pure. Parce qu'il y a une énorme dimension d'antifragilité aussi dans notre discipline. C'est-à-dire que tous les auteurs old school, tu les voyais pousser de la fonte, faire des bains froids, dormir, avoir plutôt une alimentation paysanne de nos grands-mères, tu vois, mais vraiment de bon sens. Et aujourd'hui, il y a eu cette génération, ça c'est mon interprétation perso, post-70, qui sont nus avec leurs écharpes des iguales et leur régime un petit peu trop végétalisé, sans trop de viande. La viande c'est mal, attention, pas trop de sport qui te câline, qui te brosse dans le sens du poil, parce que les gens aussi veulent entendre ça. Et Instagram a rajouté une autre couche. Et j'ai la chance de faire partie maintenant de ces nouvelles générations, entre guillemets, qui arrivent avec les auteurs d'origine. Voilà ce qui s'est dit et voici ce qu'on va faire. C'est vrai, comme tu dis, nous, silencieusement, le lundi, c'est bain froid muscu, par exemple. C'était le programme de ce matin. Il y a toujours une activité au quotidien qui permet de faire cette loi de l'hormèse, qui tue pas renforce, tout simplement, loi de l'hormèse. Voilà. Très bien. Et ça nous vient vraiment du coaching de musculation. On a vraiment les mêmes sources, quoi. C'est pas nos propres sources. On s'inspire de ce qui se fait le mieux, comme vous, avec les auteurs qu'on a aujourd'hui, quoi, de la vie et tout. Super. Et du coup, comment aujourd'hui tu peux expliquer que parfois prendre soin de ses hormones c'est plus important que bien manger, faire du sport?
Alors, Là, 2 heures. je vais la faire courte. Si on devrait prendre un petit peu de recul par rapport au système hormonal, peu importe les hormones que vous prenez, les hormones ne sont toujours là que pour adapter votre milieu intérieur à un environnement extérieur qui est en changement permanent. C'est de l'adaptation. Ouais. Le système nerveux et le système glandulaire, les 2 bras de l'adaptation. Et si vous voulez, ces 2 bras d'adaptation vont se moduler suivant votre capital, mais aussi de l'adaptation du quotidien. C'est pour ça que ce qu'on appelle les techniques naturaux ne sont juste que des besoins avec des outils concrets, que ce soit la musculation, l'alimentation, des points clés qu'on a, que ce soit vous avec le domaine du coaching ou moi en naturaux, et des domaines que vous faites aussi, tout ce qui est environnement lumineux, etc. On ne va pas les détailler là. Le système glandulaire, finalement, est un levier d'adaptation. Donc, comment voulez-vous avoir une vitalité, péter la forme, le regard qui brille? C'est quelque chose de presque paysan, finalement, avec tu vois, le regard du paysan sur sa vache, sur son animal, comme pourrait le faire maintenant le médecin en sémiologie avec son client. Comment vous voulez vraiment redresser la barre si vous ne travaillez pas sur cette adaptation? La détox, c'est bien, mais ce n'est qu'une partie, finalement, de la problématique. La moitié, tout simplement. Ouais. D'ailleurs, C'est une très bonne réponse. Très... peut-être ça va intéresser les gens. Je vais parler d'un truc qui s'appelle l'équation de la vitalité. Je vais la schématiser vraiment clairement pour que les gens comprennent. Quand quelqu'un vient en consultation, tu lui poses des questions et tu regardes quelle va être la priorité. Est-ce que la priorité, ça va être de détoxiner? C'est-à-dire, tu poses des questions sur les charges colloïdales, la balance acido-basique, la balance oxydative. Donc là, on est directement dans l'environnement humoral. On est à tâtonnement avec des questions à essayer de comprendre un petit peu si tu as des pellicules, concrètement, la peau grasse, tendance à avoir, tu sais, rhinite et autres, ça c'est pour les déchets colloïdaux. Pour tout ce qui va être balance acido-basique, ça va être les gencives inflammées, ça va être une peau un peu sèche, les articulations qui craquent. Pour les gens qui ont une mauvaise balance oxydative, c'est des gens qui font un peu plus vieux que leur âge, tu vois, qui sont les êtres d'intérieur, qui sortent pas, qui bougent pas de chez eux, qui sont jamais en plein extérieur, qui mangent pas cru. On arrive comme ça à avoir à tâtonnement des images par rapport au terrain. Vraiment, l'environnement humoral cellulaire. Très, très, très intéressant. Et là, on est dans la détox. Donc peut-être qu'il y a des gens, ça va être la priorité. D'autres, quand tu les questionnes, quand tu vas faire un petit peu l'état comme ça sur un questionnaire que j'envoie souvent sur l'adaptation nerveuse et glandulaire, tu te rends compte qu'ils sont complètement épuisés. Ils ont beau faire des détox des jeunes, ça sert à rien parce que c'est pas la priorité. Et ça part d'une équation qui s'appelle l'équation de Marchesso, une fois de plus. C'est lui qui a inventé ça. Voilà. Et mieux que ça, et ça, vous devez le voir à travers les coachings et votre expérience, tu as des gens, tu n'as ni besoin de les revitaliser, ni besoin de les détoxiner. Tu as besoin juste de travailler leur environnement. Ouais. Les divorces, les vrai. cas difficiles, un travail qui t'appuie sur ton adaptation. Si le système nerveux n'est que une histoire d'adaptation, je donne toujours l'exemple d'un bateau en pleine mer. Il a beau être beau, tout neuf, s'il se fait chahuter en pleine mer, On va en prendre des coups. voilà, l'adaptation est trop violente. À l'inverse, tu le mets au port, il peut se réparer. Des fois, il suffit ni de détoxiner, ni de revitaliser, mais d'être dans une optique de ne pas nuire, comme faisait Hippocrate. Primo non nocere. Voilà. Merci beaucoup. T'as vu, j'ai retenu la leçon. Ouais. Comment est-ce que tu pourrais expliquer le système endocrinien? Parce que, tu vois, c'est très à la mode, les hormones. En ce moment, tout le monde en parle. Je dois manquer de testo, j'ai trop de cortisol, etc. Mais concrètement, c'est quoi le système endocrinien? C'est en fait un double arsenal, une partie qui va être issue du cholestérol, une autre des protéines que notre corps va synthétiser vraiment pour l'adaptation. Tu auras vraiment, si je prends les principales, tu auras toujours ton système pinéal, hypophysaire, qui sera un petit peu de chef d'orchestre pour l'adaptation du quotidien. Puis après, tu auras des glandes, entre guillemets, qui resteront des glandes principales, thyroïde, surrénale, glandes sexuelles et plein d'autres, même tissus gras. On en redécouvre encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on connaît tous les hormones du corps. Tes tissus adipeux, ta masse musculaire même produit des hormones. Ça, c'est complètement hallucinant. La masse musculaire pour les hormones. Ouais. Je crois que c'est des myo quelque chose. Myocarde? Non. Myo-hormones. Enfin, ça porte un nom. C'est pas les mitochondries. Non, mitochondries, c'est des petites centrales énergétiques que tu as dans tes cellules, mais qui ont besoin d'hormones aussi pour pouvoir produire cette énergie, cet ATP pour le cycle de Krebs. Ouais. Les hormones, si je reviens un petit peu dans ma thématique d'hormones, effectivement, l'ensemble va fonctionner comme synergie. Par exemple, tu parlais de testo. Une testo seule n'aura pas du tout son rôle s'il n'y a pas cet encadrement d'autres hormones, par exemple la DHEA qui a tendance un petit peu à réguler la testo. Et à l'inverse, tout ce qui va être dihydrotestostérone, une hormone aussi mâle qui va être beaucoup plus,
actives que les formes de testostérone. Et l'ensemble forme vraiment une symphonie. J'adore cette image. Ouais. Cette symphonie, avec chaque hormone serait un instrument, est complètement différent de toi, de moi, finalement. Et on a tous cette équipe, déjà entre hommes et femmes, jeunes et vieux, mais aussi par rapport à une femme avec une autre femme. Et ce qui est intéressant, c'est que le fond précède la forme. J'adore cette phrase, le fond précède la forme, ce qui veut dire en français pour tout le monde que vos hormones marquent complètement le corps, les rides, les expressions, votre caractéristique, votre mood, le mot qu'on aime bien, le mood. Le mood. Et ça, c'est scientifiquement référencé. Le meilleur dans la thématique, c'est le docteur Hertog, qui a tout caractérisé, cette sémiologie, c'est le terme, sémiologie médicale, dans ses livres. Fantastique, impressionnant. Ouais, mais donc en gros, les hormones, ça nous dicte tous. Et si on n'en prend pas soin, bah, c'est compliqué pour vivre, pour bien vivre. Parce que Et justement, je trouve que aujourd'hui, je sais pas comment tu peux expliquer ça, qu'il y a beaucoup de maladies du 21e siècle un peu qui sont liées à nos modes de vie. Comment on peut expliquer ça du coup? Mais une des choses qui me saute aux yeux, c'est que j'ai vraiment l'impression que les gens sont en suradaptation. C'est-à-dire qu'on a ce milieu citadin où tu es tout le temps sollicité, tu es isolé des gens de ta famille. Donc ça, c'est un truc qu'on oublie tout le temps, mais tu prends quelqu'un, par exemple, qui, pour sa santé thyroïdienne, le côté émotionnel, c'est une glande qui est très liée à l'émotion, qui a l'habitude d'avoir ce petit cocon familial qui, du jour au lendemain, doit se retrouver un petit peu tout seul, se débrouiller, bah, ça demande une surcharge, un poids supplémentaire en point d'adaptation. Tu demandes, par exemple, un profil bon flic, bon militaire avec cette intelligence pragmatique, ça c'est de l'endocrinopsychologie, Jean Duchazot, je donne les noms pour ceux qui... Non, mais c'est très bien. Il faut, parce que sinon on va dire que je suis un charlatan si je donne pas les sources, tu vois. T'aurais dû amener du vin et donner des noms. Ouais, c'est ça. Les deux vont bien ensemble, tu vois. Et tu le mets en ville, pour lui, ça va être quelque chose de très difficile, quelqu'un qui a plutôt besoin d'espace, de forêt, de nature et autres. Et cette adaptation a un poids sur les épaules. Donc, la demande adaptative est un peu comme un iceberg où tu as puré dessus ou qui s'enfoncerait dans l'eau, est trop violente par rapport à l'adaptation, la capacité à ressurgir. Il y a ça, tu as vu, on est tous sur nos écrans, nos téléphones, sur sollicitation. L'adaptation aujourd'hui est violente, je pense. Il n'y a pas que l'environnement électromagnétique, on pourrait partir sur des trucs un peu plus perchés, qui sont pour moi justes. Oui, perchés pour les gens. Ouais. Déjà, un truc tout bête, pragmatique. En 50 ans, on a perdu 1h30 de sommeil, étude à l'appui. Ouais. C'est énorme. Énorme. En 50 ans En 50 ans. 1h30 de sommeil. 1h30. Sachant que ça ne prend pas en compte le temps qu'on s'endort, donc peut-être qu'on a perdu 2 heures au lit. Peut-être. C'est violent. Ah oui. Déjà, autour de ton lit, en plus, le fait d'avoir tous ces fils autour de toi, ta lumière, ta lampe et tout est mesurable, ça a un impact aussi sur ton adaptation, sur la qualité de sommeil. Pourquoi ces lumières? Parce que, alors là, c'est une explication, je vais essayer de la faire courte si tu veux. Allez. Tout ce qui va être, par exemple, tout ce qu'on a autour de nous, champ électromagnétique, tout ce qui émet reçoit, tout ce qui reçoit émet. Ça, c'est Lakowski qui avait mis en place ça, c'était un scientifique. Et l'électromagnétisme va induire finalement une réaction avec tes propres cellules. Lakowski faisait une sorte de cellule qui était programmée comme un U, la lettre U, presque un O avec un trou, avec un pôle plus et un pôle moins, et il montrait qu'une cellule avait ce rôle émetteur-récepteur au même titre que quelque chose de métallique et qui correspondait du coup à son adaptation sera sensible à l'environnement. Ok. Tu vois, par exemple, le soleil qui tape dessus, ton environnement monté et l'environnement électromagnétique. C'est Lakowski, ça c'est dingue à lire parce que ça retourne la tête et c'est scientifique, complètement. D'où peut-être un peu le boom de la mise à la terre, du coup, pour justement On réduire. va direct là au bout de 13 minutes. Non, je sais pas, parce que comme c'était sur le sujet, non, on peut en revenir plus tard. On verra plus tard, Ouais. voir dans un autre épisode, parce que ça c'est... Ok. Mais pour ceux qui veulent regarder, vous pourrez regarder la mise à la terre. Mais pour les gens, je vais leur donner un peu de concret, des trucs qui va vraiment leur parler. Par exemple, imagine donc ton adaptation, elle est différente de ton voisin. Par exemple, une femme qui aura des excès d'oestrogènes parce qu'elle les recyclera mal avec cette voie hépatique, les cytochromes P450, la voie hépatique, elle aurait tendance à faire de la rétention d'eau, avoir des migraines, tension aussi à avoir émotionnellement un effet yo-yo émotionnel. Ça donne des belles nanas, faut le dire, parce que ça c'était le docteur Séni qui dit ça, des belles nanas. C'est
problématique puisque tes oestrogènes, on sait que lorsqu'ils sont élevés, surtout les oestrogènes de type E16, peuvent amener à de l'inflammation systémique, qui va amener à plein de pathologies, dont par exemple quelque chose de très courant, l'anémie. Un mécanisme connu que depuis 2006-2008. Carence en fer, du coup, anémie. Alors, anémie, pour être plus précis, incapacité. C'est soit une incapacité de créer ta globule rouge, l'hémoglobine, soit de lui donner une durée de vie équivalente à sa durée de vie initiale, soit de lui donner une forme dans l'espace qui soit utilisable. Et ça a un caractère, entre autres, principalement lié au fer, mais pas que. Ok. Voilà. C'est compliqué, hein, t'as vu Non, mais c'est vrai que ce qu'on voit de l'anémie, c'est souvent j'ai une carence en fer, j'ai une anémie. C'est quand même plus complexe que ça. Tiens, un chiffre qui va plaire à tout le monde sur l'anémie. Il y avait un chercheur, il faudrait que je retrouve la référence, qui disait que tu prends quelqu'un qui mange western food, donc monsieur tout le monde, entre guillemets, il avait 10 fois les besoins en fer par rapport à ses besoins quotidiens, puisque le corps recycle en permanence son fer, un petit peu comme un cycle Comment fermé. c'est possible ? Parce que nous avons vécu pendant des millions d'années dans des périodes un peu difficiles, surtout nous les hommes, mais surtout les femmes, entre les cycles de règles, le fait d'avoir un bébé, les périodes de gestation, de grossesse et tout. Heureusement que la nature a bien fait les choses, a recyclé le mécanisme au niveau du fer et de certains métaux, quoi. Mais le fer, on est étanche, quoi, pour dire les choses. On est complètement étanche. Alors pourquoi, si quelqu'un a 10 fois les valeurs, elle est en anémie ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est un truc qui va pas bien ailleurs. Ouais, c'est que le corps a bien fait les choses. Alors, une des causes, effectivement, c'est les règles abondantes. Une autre des causes, ça va être toutes les carences micronutritionnelles annexes, B9, B12, méthylation avec un marqueur l'homostéine qu'on oublie toujours, mais qui est indispensable dans plein de trucs. On va pas développer plus que ces prises de tête, mais c'est un impondérable. Et derrière ça, un truc tout con, vitamine A, E, cuivre, zinc, c'est tout ce que tu as à peu près pour ta pâte à crêpes pour faire ta production d'hémoglobine, quoi. Et si le corps a choisi le mécanisme principal que l'on connaît depuis 2006-2008 de réduire volontairement ses taux de fer, c'est que dès qu'il y a une micro-inflammation, inflammation intestinale, la plupart des gens qui mangent mal, inflammation hépatique, inflammation de pathologies autres, thyroïde et autres, tu peux te retrouver avec le corps qui se dit, voilà, le fer a un effet dans cette problématique-là, huile sur le feu. Ça peut être le cas des candidoses et autres dysbioses intestinales. L'effet huile sur le feu, on va la contrer justement en réduisant les taux de fer sérique. Les taux de fer sérique baissent et la réserve hépatique, la fameuse ferritine, s'adapte et baisse. Ok. Donc les anémiés se retrouvent après en syndrome métabolique. Du coup, on rebondit sur notre sujet. On est en syndrome métabolique parce qu'on a une ferritine à moins de 60 et notre métabolisme est complètement bloqué, alors qu'on ne mange pas mieux ou pas pire que quand on avait 25, quoi. Et quand on parle de métabolisme bloqué, on peut s'attendre souvent à une prise de poids, mais pas que. Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est le fait d'être frileux ou frileuse. Okay. Ah, toi, tu m'avais dit, quand tu serres la main à quelqu'un et qu'il a la main froide, tu sens c'est ça ? Ouais, puis même dans son comportement, c'est-à-dire que la personne discute, et puis toi, tu vas être en chemise, elle va être en pull, il y aura une écharpe, il y a des gestes comme ça. Ça, tu le vois beaucoup au niveau du métabolisme par rapport à ça, puisque la production, ce qu'on appelle d'ATP, d'énergie, dégage avec les tissus de la chaleur. Donc quand tu vois à l'inverse, toi en chemise, tu vois, t'as pas froid, en polo, on est là, ouais. T'es à l'aise. C'est pour faire de la pub aussi. Je sais que t'as un super métabolisme, puis toi aussi. T'as là. Quoique, il y a quelques petits poils qui se dressent sur le bras. Je plaisante. Non, c'est juste j'ai les poils longs, peut-être. Non, mais par contre, j'avoue que moi, le soir, je suis frigorifié quand je dors. Mais toi, t'as dormi avec des chaussettes cette nuit. C'est très rare. Alors que Meryl, quand elle s'endort, elle devient à 50 degrés. Je suis thermorégulatrice, moi. Ah ouais. Ah, c'est génial. C'est génial. Mais non, mais c'est intéressant. Tu vois, c'est vrai qu'il y a plein de mythes, je trouve, autour du métabolisme. Nous, on le voit avec les gens qu'on coach, par exemple, qui disent bonjour, je viens parce que mon métabolisme est cassé. Et je suis à 1200 calories, il se passe rien. Et en fait, c'est là où il y a un truc qui, pour moi, quasi magique, mais qui s'explique très bien. C'est on va manger plus, mais mieux. Ça va revitaliser le corps. Et bizarrement, entre guillemets, tout va bien se passer. Et on va enclencher une perte de poids. Ouais. C'est que tu vois, rien que le sommeil n'est pas respecté, donc ça sert à rien de faire un déficit calorique, quoi. Allez, une punchline, le bon sens fait le bon sang. C'est-à-dire que tu prends le plus mauvais des naturopathes, il fera le meilleur du job, entre guillemets, parce que forcément, avec des basiques, en devenant un monstre de basiques, tu arrives à faire de grandes choses. Après, on peut avoir le syndrome de la blouse blanche et dire, voilà,
Ma mitochondrie, pour fonctionner, elle a besoin d'énormément de magnésium, B1, B2, B3. Moi, je leur envoie des schémas comme ça, où on voit la mitochondrie qui produit cette énergie, l'ensemble de la micronutrition derrière, comment la carnitine permet à taper plus de graisse, triglycérides, des choses comme ça. Les gens sont là, qu'est-ce que je dois faire ? Faire ce que tu viens de dire exactement, quoi. C'est du bon sens pur. Tes vitamines B1, B6, tu l'as dans les crus avec tout ce qui est de végétaux et tout. Ta B9, B12, tes produits carnés. Voilà, c'est le magnésium dans tout ce qui va être riche en noix, poissons ou même riche en aliments verts. Après ça, c'est au niveau cellulaire. Si je dézoome, on revient sur le glandulaire. J'ai besoin d'hormones thyroïdiennes pour vraiment enclencher ce mécanisme, facteur limitant. Si tu as des gens qui ont une TSH supérieure à 1,3, là, on commence à être, selon Hertog, sur du syndrome métabolique thyroïdien. Si j'ai un historique de burn-out, je me cale sur le cortisol urinaire parce que j'ai peut-être du coup quelque chose qui fait que ma T3 rentre pas dans ma cellule. Donc en fait, il y a de quoi mener une petite enquête vraiment quand la personne déjà a une petite suspicion intérieure. Après, si la personne n'a fait pas les bases de ce que vous faites, le 10 000 pas, la musculation, recréer du capital musculaire, parce que les gens ils viennent pour du syndrome métabolique, enfin des syndromes métaboliques, mais ils n'ont pas de capital musculaire. Les mitochondries se trouvent principalement dans les tissus musculaires et dans les tissus nerveux. Tu prends par exemple un muscle, il me semble que les derniers chiffres que j'ai vus, c'est qu'une cellule musculaire avait entre 8 et 12 000 mitochondries, alors qu'un tissu gras blanc, du gras blanc comme là que j'ai là, c'est 300 mitochondries à peu près. Ah oui, oui donc rien à voir, quoi. Ouais. Gras blanc. Et tu as parlé de B1, B2, B9, B12, magnésium. C'est quoi l'avis des naturopathes, du moins du tien, sur les compléments alimentaires ? Parce que d'un côté, j'ai l'impression que s'il y a ce côté, oui mais non, la nutrition peut suffire. Et en même temps, il y a oui, mais quand tu checkes la nutrition d'aujourd'hui plus nos besoins, en vrai, c'est quand même bien d'avoir des compléments. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai beaucoup affiné ma réflexion suite à notre dernier podcast là-dessus. Ouais. Ah, tu vois. Donc, ça fait 1 an. Ouais, ça fait 1 an. Et du coup, ça m'avait fait réfléchir et je me suis dit que si tu mets une personne qui mange mal et qui prend des complémentaires et une personne qui mange bien qui prend des compléments alimentaires, concrètement, les deux vont bénéficier de ces compléments alimentaires s'ils sont vraiment adaptés avec la fameuse théorie des contraires. Si tu as un trou là, prends ça. Donc, pourquoi vouloir dire aux gens d'abord mangez mieux, prenez des complémentaires ? Non, faites les deux. Faites les deux. C'est le discours qu'on porte. Et des fois, ça nous est reproché en mode, mais vous prenez les compléments, vous prenez pas la bonne bouffe. Je dis non, c'est faux. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'un mec qui il fait Uber Eats tous les jours et qui arrive pas à changer sa nutrition, il aura quand même plus de bénéfices à faire McDo magnésium que McDo et pas magnésium. Ça veut pas dire qu'on va pas le pousser à changer. Ça veut dire que dans tous les cas, sous réserve que le magnésium est de bonne qualité, les formes oxydes et tout, on s'est compris, ça fonctionne. Et j'ai l'impression que finalement, ceux qui prennent le plus de compléments alimentaires, ceux qui font le plus attention à leur santé. Exactement. Alors que la croyance voudrait que c'est moins tu fais attention à ta santé, plus t'en prends. Donc tu vois, il y a une grosse dissonance en fait dans le discours général. On est les premiers à bien prôner la nourriture, on optimise tout et pourtant malheureusement, vu la qualité de notre nourriture, même si on achète de la bonne qualité, et vu nos modes de vie modernes, beaucoup de stress comme tu l'as dit, stress physique, mental, du coup nos besoins augmentent considérablement et que malheureusement, on va pas se taper des 1 kg de saumon par jour pour avoir tous nos besoins. Donc effectivement, il faut passer par les compléments et c'est vrai qu'on est d'accord pour dire que on a l'impression que quand même la plupart des gens qui prennent des compléments, c'est ceux qui mangent le mieux. Ça peut paraître paradoxal, mais pourtant ça montre bien que il y a un intérêt et que ça peut être que du bénéfice si c'est de qualité. Après, je vais aller dans ton sens, donnant mon exemple. Tu vois, j'ai bu un grand jus ce matin, donc tout ce qui est riche en chlorophylle est riche, parce que c'est un atome de magnésium est riche en magnésium. J'ai mangé des noix, j'ai mangé des fèves de cacao, il n'y a pas plus quasiment sur Terre riche en magnésium que les fèves de cacao crues, et j'ai encore la paupière qui saute. Parce que je travaille beaucoup l'adaptation, tout ça, et j'ai intérêt de prendre du magnésium. Parce que symptôme, la paupière qui saute, complètement. Donc, non, je pense qu'il faut moins réfléchir, il faut être moins dans la tech et plus dans l'action et prendre les compléments alimentaires suivant le biofeedback et les analyses. Ça. Voilà. Donc, je suis complètement pour. Déjà, les entrepreneurs qui travaillent beaucoup, eux, ils surconsomment du magnésium, du zinc et de la B6 comme des Smarties. Et on les retrouve vraiment comme des Smarties. Et on les retrouve vraiment dans le métabolisme de la mitochondrie. Donc, en termes de métabolisme, ils ont vraiment intérêt à carburer de ce côté-là. Zinc, c'est souvent les petites taches blanches sur les ongles ou les commissures des lèvres marquées ou les lèvres complètement gercées. Ça, c'est un bon marqueur. Libido aussi, on remarque beaucoup. Le système immunitaire. Santé mentale. C'est très chouette d'avoir ton avis sur ça et ça fait plaisir d'entendre aussi parce qu'on se bat pour faire entendre tout ça. Donc, tu vois, ça prouve que même quand nous on en prend, des fois on peut avoir des symptômes mais c'est pas pour autant on en manque. Et moi je pense que clairement, en plus depuis que je fais en plus de l'athlétisme, j'en manque encore plus parce que du coup je me dépense.
et il faudrait que je quadruple mes doses. Sauf que les gens aussi ont peur et que tu peux pas trop parler des doses parce que malheureusement, tu as des doses recommandées pour des personnes lambda, sauf qu'aujourd'hui, la normalité, elle est un peu différente. Donc, Mais je veux en parler parce que du coup, moi, vous avez, avec l'entreprise, c'est plus difficile, mais moi, je peux prendre les risques. Du coup, c'est cool d'en parler parce qu'en France, c'est très risqué. Il faut le dire aux gens qui nous écoutent, c'est risqué de parler de ce genre de choses. Alors déjà, je te disais, félicitations, bisglycinate de magnésium parce que donc le Nutripreneur, il a du bisglycinate de magnésium parce que tu as plein de grandes marques en ce moment. Je vous invite à regarder même les marques principales qui commencent à caler de l'oxyde de magnésium. C'est un peu la magnésie que tu utilises à la salle de sport pour mettre à tes mains. Et ça, il faut le dénoncer. Sans citer les marques, juste aux gens, allez voir vos compléments alimentaires. Prenez au moins un bisglycinate, c'est une des meilleures qualités qui soit. Et tu le sens tout de suite d'ailleurs. Tu t'as pas testé Non, mais... l'oxyde? Ah oui, bah moi en fait j'ai acheté chez une grande marque très connue qui n'était pas française de l'oxyde. Et puis un jour j'ai découvert ça. J'ai fait attends, j'ai testé, j'ai fait ah oui. Parce que en fait l'oxyde, ce qu'il faut dire, c'est que ça peut même donner des troubles digestifs, la diarrhée. Et je dis à Meryl, je comprends pas. Je prends un truc pour ma santé et ça me. Et donc moi j'avais la croyance que tu prends un complément, ça améliore quelque chose et ça enlève un autre. En fait non, c'était juste pas de bonne qualité. Un peu comme quand l'autre jour tu vois avec Meryl, on allait au resto, on a mangé une viande qui devait pas être de très bonne qualité. La sentence était irrévocable le lendemain, tu vois, douleur d'estomac et tout, ça se voit. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est que plus tu es en bonne santé et plus tu manges des produits de bonne qualité, plus dès que tu vas prendre un produit qui est pas terrible, ça se sent direct. Tout de suite. Là où tu pourrais dire, mais non, mais comme tu es tellement habitué à bien manger, si tu manges une viande qui est pas terrible, ça passe. Justement, ton corps, il est tellement habitué au 10 sur 10. Regarde, c'est comme quand Kylian Mbappé, il fait un match à 7 sur 10, tout le monde va dire, oh, t'es nul. Alors qu'il a quand même fait un match à 7 sur 10. Ben, c'est pareil. Je sais faire des métaphores comme je peux. Non, mais elle est très bonne, ta métaphore, et je suis complètement d'accord dans ton analyse. Quand toute ta vie, par exemple, concrètement, tu as eu un petit salaire, moi c'était mon cas avant, je mangeais des viandes, tu allé au supermarché sous barquette et tout, tu les digérais. Et le jour, au bout d'un an, où tu as commencé à envoyer des bonnes boucheries, des produits de haute qualité, tout simplement, ben, tu fais marche arrière, tu as mal au ventre. Moi, c'est mon cas. J'ai essayé d'acheter du steak haché sans vouloir trop raconter ma vie bio du supermarché, tu vois, à Monoprix. Mais pareil, sentence irrévocable. Comme toi. Ouais, mais le corps s'adapte bien, en fait, quand tu donnes des bonnes choses. Et en fait, j'ai eu avec un grand naturopathe, un collègue, cette discussion qui lui faisait ses courses à Lidl, tu vois. Et je lui dis, OK, il y a quelques produits qui sont bien, mais concrètement, tu peux pas. Produits carnés, tu peux pas. À Lidl, ce qui est très bien, c'est les oléagineux. Ouais. Ça a fait toute ma scolarité. T'as acheté noix de pécan, noix de cajou, amandes, noix de Brésil, noix de maïs. Ça, pour le coup, à Lidl, c'est très bien. Et ben, j'ai le même conseil à mes clients. Je leur dis, prenez pas les noix qui vont être oxydées dans les magasins bio parce qu'elles sont à l'air libre. Donc, ça donne une peroxydation des acides gras qui est complètement néfaste pour la santé. Elles ont beau être bio en magasin. Une noix, c'est pas fait pour rester à l'oxygène. Prenez-les à Lidl parce qu'elles sont justement protégées. Donc, je suis d'accord avec toi. Comme moi, c'est ça que j'adore avec toi, c'est la nuance dans tout. Et non, mais c'est quand même plus compliqué que ça. Je vais vous expliquer. Et je sais que parfois, il y en a qui peuvent se dire, ouais, mais c'est trop complexe. Mais non, parce qu'en fait, une fois que tu as compris ça, tu as compris pour toujours. Une fois que tu as compris que les oléagineux, il ne faut pas qu'ils s'oxydent, c'est bon pour la vie. Ouais. C'est ça, c'est que tu vois, la nutrition, c'est pas comme Instagram où tous les matins, tu te dis, c'est comment l'algorithme aujourd'hui. Une fois que tu as compris que les noix, elles doivent être rangées, c'est bon. Dans 50 ans, ce sera toujours le cas. C'est pour ça que nous, on achète, tu dois le faire peut-être aussi. Moi, j'ai tendance à acheter des noix, des noisettes que je casse parce que ma coque, elle va protéger ma noix de l'oxydation. La noisette ou noix elle-même, elle a de la vitamine A et E qui protège de l'oxydation. Mais si tu gardes des noix qui sont à l'air libre, les noix du Brésil, qui ont un petit goût rance, de toute façon, c'est comme ça que les gens pourront s'en rendre compte, il y a un problème. C'est pas fait pour. Ouais. Nous, on prend toujours en sachet aussi. Ouais. Pour revenir un petit peu sur le métabolisme, les hormones, pour donner des trucs concrets, est-ce qu'on ne pourrait pas parler notamment d'autres hormones? Je pense par exemple aux hormones stéroïdiennes avec la testo et autres, que ce soit hommes et femmes, même s'il n'y a pas les mêmes ratios. On a un ratio de 1 pour 10, 1 pour 12. Tu peux expliquer ce que c'est ce ratio? C'est-à-dire que si tu prends par exemple une production d'hormones stéroïdiennes de type testostérone, en règle générale, un homme est censé avoir 10 à 12 fois les dosages d'une femme. Et c'est une hormone qui va permettre une énorme circulation, notamment sur la zone périphérique. C'est pour ça que nous, les hommes, on a moins tendance à avoir une peau qui transpire pas. Tu vois, les femmes, par exemple, qui ont un certain âge, peuvent transpirer du noyau, entre guillemets, là, mais ils vont pas transpirer là, vont pas transpirer là, avoir une peau qui commence un petit peu à quand tu la
plisse comme ça, tu vois, à rider. Alors que nous, les hommes, cette circulation périphérique qu'amène la testostérone va être complètement intéressante. Et la testo, lorsqu'elle est en bon dosage, elle rend gentleman. Lorsqu'elle est en faible dosage, donne de l'anxiété, va donner un mécanisme anti-gentleman. Et quand elle est en dosage 10 fois les dosages physiologiques, comme on a dans certains sports, par exemple, pour la performance, ça peut te faire des fameux steroid rage. Donc, c'est intéressant parce que l'ensemble de ces hormones a une action et sur les formes de ton corps, mais aussi sur ta psyché et sur tes choix, etc. Combien de gens ont divorcé après avoir pris des cures de testo? C'est assez intéressant. Parce que tu changes complètement, en fait. Ouais, tu changes complètement. Et je dis juste aux gens, toujours la nuance que t'aimes, si jamais un jour vous avez des analyses comme ça au niveau, on va dire, testo, mais pas de vous-même, hein. Vous allez voir un bon médecin qui va peut-être regarder l'urinaire, qui va peut-être regarder l'écofacteur et tout, certaines hormones, précurseurs des HEA et tout, parce que c'est un métier. Hein. C'est pas parce que vous allez faire une testo sanguine que vous avez forcément une énorme pertinence de l'analyse. C'est un métier. Une fois que vous avez fait ça, si vous n'arrivez pas à redresser naturellement la barre, chose qui est faisable à partir d'un certain âge, allez voir un médecin dont c'est le métier, un andropologue, je crois. Et lui, du coup, aura des dosages équivalents avec une TRT de ce que vous aviez peut-être à 18 ans. Et là, il y a un travail santé qui peut être pertinent. Il y a beaucoup Vas-y. Il y a beaucoup d'angoisse, je le vois chez mes amis de mon âge, de se dire, attends, mais là, on est jeune. Donc, en termes de testo, tu te dis, ça va. Mais il y a cette peur de se dire, en fait, ça se trouve, ça va pas. Mais comme on est jeune, ça passe. Et en fait, dans 10 ans, on va avoir des soucis. Est-ce que tu as des conseils pour améliorer la testostérone? Ah oui, plein. Tout bête. Moi qui aime le vin, par exemple. Le vin, l'alcool, même à petite dose, est complètement contre-indiqué par le docteur Hertog sur les gens qui sont en traitement en type de testo. Je vais me dire l'inverse. Je sais pas, si attends, il va conseiller du vin, j'ai pas compris où t'es allé là. Non, complètement. En fait, l'alcool, même à faible dose, est complètement contre-indiqué pour tout ce qui est testo. J'aurais aussi une mauvaise santé hépatique par rapport à la détoxination hépatique. J'aurais tout ce qui va être sucre, par exemple, et autres, charge glycémique, grignotage et charge glycémique quand tu manges plein de sucre industriel aussi. Sucre industriel. Mais le fait d'avoir des montées comme ça d'insuline, parce que l'insuline va du coup amener si je me trompe pas, une aromatisation de la testo en oestrogène. Donc tu auras tendance à faire la gynécomastie, tissu un peu gras et tout. Ça, c'est pas terrible. Le sommeil, tu peux complètement éclater après une nuit de sommeil tes taux de testostérone très rapidement. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une valeur volubile qui peut vraiment monter et descendre très, très, très rapidement. C'est pour ça qu'une prise de sang, des fois, ça fait pas tout. Parce que ça dépend de ce que tu as fait la veille et tout. Exactement. Exactement. Surtout sur des valeurs testo. D'ailleurs, quelque chose que les gens doivent savoir, c'est que quand tu regardes un livre d'analyse biologique, comme ceux du Dr Hertog et d'autres, tu as toujours une colonne de type pertinence d'analyse. Avec low, high, medium. Donc, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Et chaque valeur a une interprétation et surtout une implication différente, qu'elle soit prise dans la salive, le sang ou les urines. Ce n'est pas le même parcours, la même information aussi. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est pour ça que beaucoup de fois, c'est souvent la salive ou les urines, surtout les urines. Bon, ça, c'est du détail. Pour la testo, le sucre, on a dit. Le sommeil, on a dit. Après, tout ce qui va être soleil, musculation, bain froid, tout ce qui est loi de l'hormèse booste la fonction... la création d'hormones stéroïdiennes en règle générale, tout simplement. Bien dormir, parce que le précurseur de la testo, ce sera vraiment la DHEA. D'un point de vue micronutrition, tout le monde va connaître ça, c'est zinc, magnésium et vitamine B6. Mais j'élargirai avec toutes les vitamines B en règle générale. Vitamine B, bien sûr. Et j'insisterai énormément sur le magnésium, parce que vu qu'on est tous extrêmement carencés, et ça rebondit à ce que tu disais tout à l'heure sur le magnésium, ou sur quelle est la posologie idéale? Et ça, je peux répondre en sortant des textes. Parce que les marques et sociétés, toutes sont, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, limitées d'un point de vue réglementation à un dosage maximum. Oui, là on a mis 60, parce qu'au fait, au-dessus... 60%. 60% des apports journaliers, si tu mets au-dessus, tu as de l'oxyde. Parce que, en fait, du coup, ça dilue le magnésium. Et donc, du coup, ça sert à rien d'aller au-dessus si tu mets de l'oxyde pour annuler l'assimilation. Donc, nous, on a mis moins, avec de la B6 pour améliorer l'assimilation, mais du coup, effectivement, t'es limité. Et puis en plus, magnésium, taurine, B6, c'est le trio parfait pour ceux qui ont un petit vélo dans la tête qui tourne le soir pour transformer l'acide glutamique qui te fait vraiment cogiter à mort
en GABA, qui est un neurotransmetteur qui t'aide à éteindre les lumières. Qu'on retrouve dans l'antistress, le GABA. C'est génial parce que c'est la première fois qu'un invité, je pense, vend autant, montre autant, tu vois, et ça fait plaisir parce que quand c'est nous, tu sais, des fois les gens disent ouais, mais ils sont biaisés, c'est leur marque. Mais ça, je trouve que c'est une mentalité qu'on a en France, c'est de te dire tu vends des compléments, donc tu les mets en avant. Et moi, c'est l'inverse, c'est j'ai vu le bénéfice des compléments, donc j'ai voulu en vendre, tu vois. C'est bête, mais si demain je crée mon entreprise, je sais pas, avec toi, François, et qu'on vend du cacao cru, c'est parce que j'ai vu les bienfaits du cacao cru et je me dis ça doit profiter au plus grand nombre de personnes. Et puis vous, tous les deux, vous êtes pragmatiques parce que concrètement, magnésium B6 taurinate, sur l'idée que j'ai mis là avec l'acide glutamique et GABA, on a juste à caler une étude en fond comme ça et tout le monde sera d'accord. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des choses qui sont référencées sur PubMed. Grave, mais non, mais alors, nous, même les dosages, parce que comme tu dis, il y avait pas mal de, pour revenir sur les dosages, il y a pas mal de livres aussi qui préconisent même des 600 mg au moins quand tu es stressé. Et c'est juste qu'aujourd'hui, on préconise 200 et quelques milligrammes, mais par rapport à nos modes de vie, c'est rien. Ouais. Jean-Paul Curté, comme ça que je me dédouane de la responsabilité, Jean-Paul Curté qui a écrit le livre Micronutrition, qui est une des références en Belgique. Une fois en conférence, je l'ai entendu dire, vous prenez la première semaine le dosage de 100 mg, la deuxième semaine, si vous avez encore des petits symptômes, paupières qui sautent, muscles crispés, tendance à avoir respiration bloquée, tout ce qui va être cléomastoïdien, trapèze bloqué, parce que t'as beaucoup de récepteurs... tout ce qui va être stress, parce que quand ton muscle se contracte, il fait rentrer du calcium, et quand il se décontracte, il fait rentrer notamment du magnésium. C'est pour ça que c'est un bon indicateur, les muscles décontractés. Donc la deuxième semaine, tu peux monter à 400, et tant que les selles ne sont pas molles, tant que tu fais pas cacamou en gros, parce que tu vas être limité par ta capacité d'adaptation, si c'est un bon magnésium comme le bisphénate, c'est cool, ça passe. À ce moment-là, tu peux même monter sur les phases un peu aiguës de stress et d'adaptation à 600 mg. Lui, il allait sur certains clients jusqu'à, ce qu'il nous disait, c'est dire jusqu'à 3 fois le dosage. Okay. Mais peut-être pas d'un coup. Tu dilues dans la journée ou tu prends... Non, mais quand tu arrives aux 600. Ah oui, tu as raison. Je pense que c'est ça, c'est matin, 600 midi, soir. Quand même, c'est dur à digérer. Attends, tu as raison. Bah écoute, François, merci pour toutes ces explications. On n'a pas fini. Pas tout de suite. Un autre exemple sur le magnésium, c'est quand on est dans le magnésium. On parle jamais des antagonistes. Par exemple, tu es quelqu'un qui envoie des yaourts, beaucoup de produits laitiers, beaucoup de grosses charges de calcium. Le calcium est un antagoniste du magnésium. Oui. On parle jamais de ça. Ouais. Bah on essaie d'en parler. On parle aussi du zinc. Pour nous, tu vois, une aberration, c'est le ZMA. Ouais, zinc, magnésium, vitamine A. Ouais. Et le ZMB aussi, avec la B6, parce qu'en fait, pour nous, de ce qu'on a vu quand même et avec notre équipe de chimistes, zinc, magnésium ensemble, c'est très pratique. Il vaut mieux ça que pas en prendre, mais deux choses. ZMB, c'est souvent de l'oxyde, c'est écrit. Et en plus, comme de base, il y a de l'interférence, on voit vraiment pas l'intérêt. Et en plus, ça peut être moins dosé. Parce que du coup, comme il y a plus dans une gélule, t'en mets moins en quantité. Donc du coup, tout cumulé fait que c'est moins idéal. Bref, c'est vraiment un métier, là, le fait de faire ce que vous avez fait, c'est dur de faire. On a une équipe. On a des chimistes avec nous, français et tout, parce que... Ça, c'est un métier, moi je me sentirais même pas capable enfin, c'est tellement complexe en fait, c'est bien. Eux, ils se basent sur toutes les études, ils ont tout et ils savent exactement à quel dosage, et bien là c'est bon, là c'est moins bien. Le sodium aussi, en gros antagoniste, les gros excès de sel. Ouais. Et justement, en parlant de sodium, c'est la transition incroyable. Comme il y a beaucoup de mythes aussi autour du sel, est-ce que le sel ou d'autres choses peuvent causer certaines maladies hormonales du XXIe siècle? Je suis en train de réfléchir à la réponse. En fait, le système glandulaire va s'adapter, une fois de plus, avec cette information par rapport à... Imaginez que l'ensemble des électrolytes, sodium, potassium, magnésium, chlorure, calcium, etc., sont en suspension dans les liquides de votre corps. Et suivant les zones, vous avez, si vous voulez, des gradients spécifiques pour que l'ensemble fonctionne. Vous voyez ? Là, je vous donne un petit peu le milieu, mais vraiment différent que ce soit à l'intérieur de la cellule ou à l'extérieur de la cellule. Et le corps, dans son intelligence, par rapport à l'économie cellulaire de ces échanges, a besoin, par exemple, il me semble qu'à l'intérieur de la cellule, tu as... si je dis pas de conneries, tu as un tiers de sodium pour 2 tiers de potassium et tu as l'inverse à l'extérieur dans le liquide extracellulaire. Peut-être j'ai une connerie, mais c'est ça. C'est soit l'un, soit l'autre, normalement. Et ce gradient, dès que tu envoies des grosses doses de sel, doit s'anticiper, doit, entre guillemets, se réguler. Tu as des hormones comme l'aldostérone qui permet de fixer les minéraux, qui
qui se met en branle. T'en as d'autres aussi, l'hormone antidiurétique. T'as 3 systèmes en fait pour réguler le sel. Donc le corps va devoir s'adapter. Mais il sait très bien faire. Il sait faire sur des grosses doses. Parce que je sais pas si j'ai répondu à ta question. Là, par rapport au système glandulaire, ça sera tout ce qui sera salé du coup par rapport à l'aldostérone. Tu vois, par exemple, les gens qui ont tendance à faire un burn-out avec le cortisol et tout, ils ont tendance à avoir des envies extrêmement salées. Alors, on leur dit de manger grasse salée, d'éviter tout ce qui va être excès de sucre. Est-ce que le sodium va aider à la fonction surrénalienne ? Oui, parce qu'on retrouve du sodium à la production de cortisol. La dose fait le poison sur le sel au niveau des gens. Les gens ont toujours peur, ils sont soit dans le blanc ou le noir. Ouais. Il y a toujours un entre-deux. Finalement, plus tu fais de sport, plus tu as besoin d'électrolytes en règle générale et pas que de sodium. C'est pour ça que moi j'adore l'eau de Quinton, par exemple, par rapport à la dimension électrolytique et sodium, parce que les proportions sont parfaites. Voilà, et l'eau de coco, t'en penses quoi pour les électrolytes ? De quoi ? L'eau de coco, t'en penses quoi pour les électrolytes ? Elle est riche en potassium. Je trouve qu'elle manque un petit peu de sel. Donc, je pense qu'elle peut être intéressante, tu vois, à inclure dans une journée où le midi, tu as mangé un peu plus salé. Moi, j'en bois régulièrement. L'eau de coco, j'adore. Okay. Ouais, nous aussi, quand on était allé en Thaïlande, c'était un peu le... C'est la vie. Hein. C'est ouais. Mais du coup, en fait, donc tu dis que le système s'adapte. Donc, par exemple, si on mange trop de sel, ça s'adapte. Mais le fait d'en manger peut-être trop souvent fait que là, ça part en cacahuète et ça peut créer du coup des maladies du XXIe siècle qu'on voit. Ouais, de la rétention d'eau, des pathologies liées aux excès de sel. Alors, je vous avouerai là-dessus, j'ai pas ces connaissances. Est-ce que il y en a là, qui vous viendra à l'esprit, vous ? Des maladies modernes par rapport aux excès de sel ? À part les problèmes d'artère. L'hypertension, l'artère. L'hypertension, mais déjà, il faut avoir un c'est quel terrain. Sel aussi Hein c'est quel sel on consomme, c'est-à-dire que c'est pas le sel de mer bien iodé. Ouais. Le problème, c'est que en fait, je pense que la plupart des personnes mangent beaucoup de sel caché. Par exemple, tu vois, tu manges du jambon, t'as presque ta dose de sel dans la journée, quoi. Tellement c'est salé. Et il faut vraiment expliquer aux gens que si tu manges pas industriel, parce que dans ce cas, par exemple, tous les trois, t'as besoin de manger du sel. T'as besoin de rajouter mais pas du sel de baleine, quoi, du vrai sel iodé. Et puis la vraie question, maintenant, ça m'a laissé quelques secondes pour bien réfléchir, Super. C'est que maintenant, si tu envoies des grosses doses salées, effectivement, avec des plats transformés, parce que nous, on n'y est pas dedans, vu que toi, tu cuisines, moi, je cuisine, on n'est pas dedans, ça va, avec les antagonistes, forcément te pousser à réduire tes taux de magnésium. Donc là, taux de magnésium, je crois qu'on a 500 processus biologiques dans ton corps. On va réduire tes taux de potassium. Potassium, c'est les fruits et légumes, t'en as besoin, mais pour 10 000 choses, pareil, tu vois, t'en as besoin pour tellement de trucs. T'auras un impact sur plein d'électrolytes. Donc ta balance électrolytique, en plus, fera un effet domino. Tu bouges un truc, qui bouge un truc, qui bouge un truc. Donc effectivement, le sodium, en termes d'adaptation, le fait d'en prendre en grosse quantité va d'un côté fatiguer le système adaptatif, neuroadaptatif, et de l'autre, complètement chambouler cet équilibre d'électrolytes. De sodium, potassium, magnésium, chlorure, minéraux, tout ce que vous avez en suspens dans le sang. Cherchez pas... électrolytes, c'est trop compliqué. C'est des trucs que tu as dans le sang en minéraux et tout. Voilà. Et du coup, par rapport un peu aux maladies du XXIe siècle, là, c'est quoi un peu les maladies les plus courantes qu'on voit aujourd'hui, hormonales on parlait de thyroïde tout à l'heure, métabolisme, mais c'est quoi un peu la... Thyroïde, on en parle beaucoup. Nous, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre qui est actuellement avancé, c'est qu'en France, il y aurait 1 million de personnes avec un déséquilibre thyroïdien, pour X raisons. Que ce soit juste un syndrome métabolique, c'est-à-dire tu es dans ta norme de laboratoire, mais pas dans ta norme santé, tu vois. Donc, des gens qui vont avoir un base d'eau, c'est-à-dire une hyperthyroïdie de type auto-immune, ou des gens qui vont avoir un goitre, ou des gens qui vont avoir une hypothyroïdie frustre, ou une hypothyroïdie auto-immune. Enfin, 1 million. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça, c'est un peu la grosse maladie, du moment, j'aime pas dire ça, mais qu'on voit de plus en plus, quoi. Ah, tu peux le dire parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a vraiment eu une explosion après les années 50, 60 par rapport à notre mode de vie, surtout sur les maladies auto-immunes, par exemple. Il y a eu vraiment une explosion avec l'ensemble de ces grosses protéines alimentaires qu'on appelle des antigènes qui sont apparus avec le plan Marshall et le changement de l'agriculture en France, par exemple. Le blé a été multiplié par 10 en moins de 5-6 ans grâce à ce plan Marshall qui a permis à nourrir toute la France, mais en introduisant des variétés américaines hybrides avec des molécules de protéines, le fameux gluten, beaucoup plus complexes dont on n'a pas les enzymes digestifs et qui créent, et ça on sait ça depuis pas si longtemps que ça, qui va créer chez tout le monde, 100% de la population, 100%, c'est dingue, hein, de la porosité intestinale avec un marqueur qui est la zonuline qui va être marquée. Et porosité intestinale, est-ce que tu peux aussi faire de la perméabilité, c'est-à-dire intestinale derrière ?
De recréer de la... Ouais. Oui, complètement. C'est que les cellules de ton intestin grêle, ou les entérocytes, ont une durée de vie de 24, 48, 72 heures à peu près. Chose qu'on ne sait pas trop, que les gens ne savent pas plutôt, c'est que ces cellules sont nourries par ce qu'on appelle des post-biotiques, c'est-à-dire des déchets que crée ton écosystème intestinal. Pour eux, c'est pas vraiment des déchets, parce que rien ne se perd, tout se transforme dans ce milieu-là. Et en gros, ta glutamine, par exemple, ou tous les autres types de protéines, de type collagène, glycine et autres, peuvent être des véritables pansements et nutritifs pour eux. Donc, tu vois, par exemple, tu prends un grand maigre, il a beau envoyer 3-4 000 calories, il prend pas un gramme, tu le mets sous glutamine, 10 grammes, 10 grammes, 10 grammes, il a tendance à se rétoffer avec un bon programme musculaire, il se rétoffe direct, tu vois. Ça, c'est une solution. Après, le ne pas nuire, l'intestin est toujours victime en amont des dysfonctionnements en aval. J'adore cette phrase, parce qu'elle parle. Si là, c'est le bordel, c'est que là, il y a des trucs qui ne se passent pas. Et l'ensemble du tube du tractus digestif répond notamment à cette adaptation nerveuse et glandulaire. En gros, en français, ton hypothyroïdien, il a besoin... Enfin, tout le monde a besoin d'hormones thyroïdiennes pour produire de l'acide chlorhydrique, pour produire de la bile, pour pouvoir commencer à synthétiser des petits enzymes pour digérer. Dès que le système glandulaire est affaibli, ta digestion, c'est le bordel. Dès que le système nerveux est déséquilibré, c'est le bordel. On a bien vu, quand on est stressé, on digère que dalle. Ah oui. Voilà. Ok, et du coup, pour ça, le gluten, tu le recommandes pas? Justement, parce qu'on est trop... on n'arrive pas à le digérer, on n'a pas les enzymes pour le digérer. Alors, on va faire plaisir aux Italiens aujourd'hui. Quoi, tu me regardes Non, toi, t'es espagnol, toi. Non, qu'est-ce que tu racontes dehors? Flavio, non, c'est quoi déjà, Flavio? Non, c'est bien l'italien. Italien. T'étais bien. Putain, merde. Alors, on va faire plaisir aux Italiens. Les Italiens, moi, je les admire pour un truc, c'est quand tu vas en Italie, il y a du grano duro, tu sais, du blé dur partout. Ouais. Ça, c'est ultra stylé parce que du coup, ils ont une molécule dans le blé dur qui est beaucoup plus courte et beaucoup plus digeste et qui va pas amener à ce problème-là. Enfin, beaucoup moins. Moi, je consomme, quand j'achète des pâtes, parce que ma femme est une mangeuse de pâtes, on achète des pâtes de marque italienne. Mais pas Barilla, c'est pas sûr. Ouais. On est d'accord avec ça. La vraie marque italienne. Rumo, tu considères que c'est italien? Ouais, je pense que c'est italien. Ouais. D'ailleurs, Barilla, il faut savoir un truc, c'est que c'est fait avec la farine du pays. Donc si demain tu vas en Argentine, t'as du blé argentin. Donc les Barilla italiennes, c'est pas complètement les Barilla françaises. C'est voilà, bon, c'était petite anecdote. C'est bon à savoir. Et tu vois, même sur l'ensemble des pathologies auto-immunes, avant avec Signalé, c'était le docteur qui travaillait le plus là-dessus. La plupart des gens sont restés sur Signalé. On leur a interdisé pendant 1 an de manger du blé. Et maintenant, on a un discours qui est... voir l'information, mais beaucoup plus dilué, où on les réintroduit au bout de 5 semaines sur des formes de blé dur pour ne pas être dans une forme de frustration. Parce que c'est vrai que à un moment, j'avais fait des prises de sang et on m'avait dit intolérance au gluten, lactose, oléagineux. Aux IgG, t'as fait l'analyse aux IgG? Ouais. Ben, en fait, je trouvais que c'était pas intéressant parce que ça représentait juste ce que j'avais mangé sur les dernières semaines, tu vois. 5 semaines, exactement. Voilà, donc pareil, j'avais plus droit aux œufs, je fais les gars, stop, tu vois. En gros, c'était poisson, viande, légumes, et du riz, je fais stop. Et pourquoi je raconte ça? Oui, parce que je te promets, j'ai tenu 1 mois sans gluten. Ta vie, c'est pas la même. Hein. C'est clair. Même rien qu'au resto, tu vois, tu te dis, on va faire un italien, tu manges quoi? Rien. Un risotto. Tu veux te faire un petit brunch maison, on fait quoi? Rien. Tu vois, donc. Tu galères, ouais. Ça, c'est ça aussi que j'aime beaucoup chez toi. C'est ce côté, mais il faut quand même vivre. Complètement. D'ailleurs, je sais que tu vois, si un bon verre de vin, tu peux le prendre de temps en temps. Ah, mais oui. Mais un bon repas et puis une bonne soirée, on prend. Mais derrière, silencieusement, ce qu'on voit pas sur le réseau, c'est que derrière, du lundi, il y a le sport, il y a les 10 000 pas, il y a la marche, il y a le sommeil, on dort 8h30. Pourtant, on a des entreprises, on a des trucs, des machins, des enfants, toi, des gosses, ouais. Mais derrière, il y a un impondérable. C'est-à-dire que moi, sur mon planning, chose que les gens ont du mal à faire, je planifie ma récupération de manière avant de planifier mon travail. Ouais. Oh, vas-y, je t'écoute. C'est-à-dire que les gens ont trop tendance à penser tout sous le prisme de l'argent. Tu regardes tout le monde. Les gens sont bons pour marquer avec, par exemple, leur patron, pour marquer avec leurs collègues. On se fait un appel, un call pour du travail. Mais en ce qui concerne eux face à eux-mêmes, est-ce qu'ils peuvent planifier leurs 10 000 pas? Est-ce qu'ils peuvent planifier la marche? Planifier de se coucher plus tôt? Planifier d'aller lundi, mardi, jeudi au sport, tu vois. Moi, je le planifie, c'est marqué. Parce que si je le marque pas, j'y vais pas.
Bah oui. Et même là, comme on est tous un petit peu aussi, on a besoin d'un coup de pied au cul, je m'auto-hack par rapport à ça, où je demande à un pote de venir s'entraîner chez moi le mardi pour la muscu. Je prends un coach sportif 2 fois par semaine pour me forcer à aller à la salle, parce que j'ai marqué, tu vois. Pour les bains froids, c'est lundi, je l'ai planifié. Et à la base, je suis comme tout le monde, je suis très mauvais dans la planification, mais je me force parce que c'est mon point faible. Et ce que je demande à mes clients, c'est-à-dire changer de logiciel, il me faut avec vous un drive pour progresser dans des domaines que l'on peut mesurer. Ça fait plaisir à personne, mais il n'y a que ça qui marche concrètement. Ouais. Vous qui êtes dans la muscu, l'activité entre autres du coaching, vous avez bien vu, les gens, ils sont incapables de tenir une semaine à marquer leur poids. Et c'est ce qu'il leur faudrait. C'est-à-dire que chez eux, leur facteur limitant dans leur progression, un des trucs principaux, et c'est gratuit, c'est de noter leur poids. Et ils ne le font pas, pourquoi ? Parce que c'est gratuit. Petite pause, merci de regarder l'épisode. On vous rappelle que cet épisode est sponsorisé par Nutripreneur, qui est notre propre marque de compléments alimentaires naturels et faits en France. Si vous voulez soutenir la chaîne et soutenir une petite marque française, tous les liens sont en description et avec le code Corps et Esprit 20, vous avez 20% sur votre première commande. On est reparti sur l'épisode. C'est pour Ouais, ça qu'il y tellement a des accessible. coachs. C'est pour ça qu'il y a des coachs. C'est pour ça qu'il y a des coachs. Et Mais moi, c'est j'ai vrai un que quand coach. c'est gratuit, t'es beaucoup moins investi. Et ouais, quand c'est gratuit, c'est moins Ah investi. ben même nous, dès qu'on faisait des programmes gratuits, tests et tout, Les gens respectent pas. Ils sont Même, pas je pense que les gens à qui on a envoyé des compléments, c'est pour les faire tester. Je sais pas si c'est très pour eux. Bah, Ils ils valorisent ont pas- pas. Non. Non, ou à la limite, peut-être parce que c'est des compléments et ça peut passer, mais pas autant que. Mais j'aime bien la notion de mettre dans l'agenda. Ouais, bah ouais. On a parlé, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est important, rendez-vous, comme tu as dit, pro et tout, on les note, mais pourquoi on noterait pas, par exemple, le lundi, 1 heure, faire une séance de sport, alors que en fait, ça va ensemble. Et tu vois, tu étais dans la société d'argent, mais nous, on est convaincus que en fait, si tu prends soin de ta santé physique et mentale, bah, ça ira mieux aussi dans ta vie pro et tu seras plus productif, donc tu feras plus d'argent aussi, sans Si t'es te bousiller. entrepreneur, Oui, mais même au taf, tu vois. Enfin, imagine, tu as un patron, si tu réussis bien tes missions, tu peux aussi monter les échelons et en fait, et sans te détruire la santé, parce qu'aujourd'hui, bah oui, on bosse beaucoup, mais on sait récupérer aussi derrière. Et ça, c'est important. C'est que les gens ont pas trop la notion de récupération et du coup, un stress énorme et la jauge de récupération. Mais c'est très chaos. bien. C'est un peu comme ça, tu vois, t'es comme ça. Bon, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, vous verrez pas l'illustration, mais ils travaillent comme ça, les gens, et ils récupèrent comme ça. Et le problème, c'est que si tu travailles comme ça, il faut récupérer comme ça, Ouais. tu vois. Exactement. Et donc, c'est pour ça que je prends un exemple, mais imaginons, toi qui as un enfant du lundi au vendredi, tu travailles tellement dur qu'en fait, c'est même pas choquant si tous les samedis, tu fais 3 heures au spa. Ouais. Peut-être pour beaucoup, c'est, mais attends, mais comment ça? Ouais, mais en fait, vu ce qu'il s'est envoyé cette semaine, François, il faut qu'il aille faire 3 heures au spa. Mais ouais, non, mais c'est ça. Non planifier, c'est ce que je conseille aussi aux gens. Faites des plannings familiales, c'est-à-dire avec maintenant votre téléphone, vous pouvez avoir le planning de votre Ouais. femme, de votre fils, de machin, de tout le monde. Et nous, on planifie les vacances. Alors là, on l'a pas planifié ce week-end, mais on va bientôt aller en Grèce. On planifie de prendre la Cool. voiture. On planifie de faire toujours des petites choses, tu vois, même d'une journée. Il faut le planifier. Il faut planifier le fun comme on planifie le travail, quoi. Et tu as raison de dire, si tu as envoyé 15 jours parce que tu as créé une formation, tu t'es mis dans le rouge, eh ben, tu dois planifier une semaine de récup active. C'est Complètement. ça. D'ailleurs, la formation de François sur la thyroïde, Ah, faut Ouais. que t'en parles parce qu'elle est vraiment Mm. très très bien. En fait, c'est ce podcast x30 en termes de temps sur des conseils pratiques et actionnables. ouais, c'est gentil. Ça fait 3 ans que je travaille sur la thyroïde, c'est que j'ai eu Ouais. 400 clients thyroïdiens avec des problèmes de syndrome métabolique, d'anémie, de marqueurs et autres, et de gens qui sont justement dans des conditions où ils savent pas vers qui se tourner. Je les mets en relation avec les bons médecins pour la partie accompagnement médical, et je laisse la maladie aux médecins, et moi je m'occupe du malade, entre guillemets, avec la partie hygiène de vie et autres. Mais je leur donne surtout des clés de compréhension. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous occuper sur la problématique de thyroïde, vous pouvez pas vous occuper de cette maladie à l'aveugle sans reprendre finalement connaissance des choses, des mécanismes assez simples en fait. Vous devez prendre la main sur votre... C'est comme quand tu es en musculation, tu apprends les mouvements, tu apprends à faire un squat, à sentir les trucs. Pour la thyroïde, c'est pareil, tu peux pas te faire le luxe de ne pas être dans la boucle au point de vue d'information. Donc il y a une formation où, là, qui doit durer à peu près 30 heures, 8 heures de vidéo, il y a 200 pages écrites de ma main, il y a 150 slides parce que le but du jeu, c'est comme si j'étais un mécanicien qui parlait à un apprenti mécano, d'amener une information très simple, très accessible, parce que c'est pas si compliqué que ça, la thyroïde, quand on a les bons mécanismes. On est un peu dans le dessin animé, c'est la vie. Tu vois, Ouais. on voit les trucs. Et des questionnaires aussi, pour savoir. Ah ouais, t'as vu? Tu les as Ouais. fait, les questions?
Oui, parce qu'on peut expliquer du coup pour ceux qui nous écoutent, qui nous disent pourquoi j'ai fait les questionnaires. J'ai fait des prises de sang il y a un mois de ça, et j'en ai fait 2. Il y a eu une détection de problèmes de thyroïde. Et donc, du coup, c'est assez bizarre, ce qu'on pourrait se dire, avec mon mode de vie, etc. On comprend pas trop. Donc, du coup, j'ai fait la formation de François pour justement un peu creuser, voir s'il y a peut-être un facteur qui fait que j'ai potentiellement un problème de thyroïde. Donc, du coup, je m'intéresse pas mal. Et franchement, du coup, moi qui l'ai vue, je peux vous dire qu'elle est hyper complète. Je suis encore au début, mais c'est impressionnant toutes les connaissances que tu mets dedans. Et ça fait plaisir aussi à voir, tu vois, parce que c'est vraiment un gros travail. Et les questionnaires, je me dis, quand j'ai vu ça, je fais, ah ouais, ok, il a pas blagué. C'est pas un petit questionnaire de 10 questions, c'est vraiment un truc hyper complet et ça aide vraiment les gens à avoir aussi des connaissances. Comme tu as dit, c'est pas juste les réponses aux questions, c'est déjà essayer de comprendre le problème et après on t'apporte les réponses, quoi. Il y a les 2 questionnaires. Il y en a un qui m'a demandé 70 heures de travail. Ouais, mais ça m'étonne pas. C'est celui que tu as rempli avec les questions, le partie glandulaire. Et il y en a un sur la micronutrition. Pareil, 70 heures et à 2 cette fois-ci. Et celui-ci, je vais vous le donner. Vous pouvez l'offrir à vos followers si vous voulez. Parce qu'il est accessible, tu n'as pas besoin de connaissances. C'est par rapport aux symptômes que tu as et tout. Tu nous files le lien, on le mettra en micronutrition. C'est ça. Ouais. C'est par rapport aux symptômes, il y a 13 micronutriments. Tu remplis que 5 questions et ça te dit potentiellement vous avez peut-être une carence en ça. Ça permet de voir un peu les syndromes. Et le deuxième onglet te donne les 200 ingrédients par ordre d'importance. J'étais contente parce que j'avais pas ce problème de micronutrition du coup. Toi, non. Non, en tout cas, c'est top et il faut s'entraider entre bonnes personnes. C'est gentil. Non, mais il faut dire quand c'est bien aussi, tu vois. Et en fait, pourquoi ça n'existe pas dans la langue française, ce genre de contenu, c'est que tous les livres qui sont vraiment pertinents, ils sont tous en anglais aujourd'hui. Pas forcément accessibles financièrement, parce que dans la formation, je montre un petit peu les livres. Tu as des livres à 400, 500 euros pièce, il y en a quelques-uns. Ah oui. Oui. Et si tu n'as pas ces infos-là, tu les as pas. Ça en fait du magnésium, 500 euros. Il y a pour la formation. Pour la formation, il y a à peu près une quinzaine d'ouvrages qui m'ont été utiles pour la créer. Et il y en a au moins 5 à 500 euros pièce, des ouvrages. En anglais. Et du coup, parce que moi, je l'ai vu dans la formation, mais je pense que ça peut intéresser les gens. Comment expliquer que justement ces problèmes un peu thyroïde, c'est plus présent chez les femmes que chez les hommes? Alors, il y a 2 cas. Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a un lien avec l'histoire de chromosomes X et Y qui est encore en étude. Donc ça, je ne vais pas trop dialoguer là-dessus. Et il y a un deuxième lien, c'est que d'un côté, les hormones de type stéroïdienne, surtout la testostérone, va être protecteur dans tout ce qui va être mécanisme lié à l'inflammation. Il y a l'inflammation n'est qu'une défense de l'organisme avec ses outils à une problématique donnée. La testostérone, avec son côté circulatoire, amène un outil en plus par rapport à ce mécanisme d'inflammation. Et les oestrogènes chez les femmes, notamment les types d'oestrogènes pro-inflammatoires que personne ne demande jamais à mesurer et qui est de plus en plus complexe à mesurer en France, le fameux ratio E2 sur E16. Allez creuser ça sur Internet parce que c'est très intéressant. Les E16 auront une action pro-inflammatoire qui va du coup augmenter tous les mécanismes où il y a une pathologie avec une réaction d'anticorps. Il y a 10 femmes pour un homme sur les problématiques thyroïdiennes. 10 femmes pour un homme. Sans compter que, en plus, tu as le mécanisme où tous les types d'oestrogènes abaissent naturellement lorsqu'elles sont élevées. Tes oestrogènes sont là, ta fonction thyroïdienne a tendance à baisser. Ouais. On apprend tous les jours. C'est injuste, la nature est mal faite, je sais. Faut faire avec, et puis après. d'un côté, tu te dis, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui disent, mais t'as vu, prendre soin de soi, ça sert à rien. T'as d'autres qui disent, ah ben non, justement, si elle prenait pas soin d'elle, il y aurait encore plus de problèmes. Donc, c'est que je peux prendre mon cas. Je prends hyper soin de moi et du coup, j'ai l'impression d'avoir détecté un problème. Et peut-être que si j'avais pas pris soin de moi, en fait, ce serait 15 fois pire. Bien sûr. Et du coup, là, aujourd'hui, j'ai pas l'impression de mal vivre par rapport justement un peu aux symptômes et tout. Je me sens pas hyper épuisée. Je me sens plutôt en pleine forme. Mais il y a peut-être d'autres trucs que je ressens pas aujourd'hui qui peuvent me poser problème. Mais si j'avais pas fait tout ce travail de prévention, je trouve, je serais vraiment dans le mal actuellement. Donc, il faut pas négliger là-dessus, quoi. Parce que si je peux développer un peu, tu me donnes ton autorisation. Oui, vas-y. Mais
Toi, en fait, si je divise mon écran en deux en termes de compréhension, la partie T3, T4 sanguine était, il me semble, de mémoire, elle était bonne. C'est-à-dire qu'il y avait une partie T4 qui était un petit peu basse, mais ce qui compte, c'est les taux de T3 au niveau sanguin, la forme active, T pour les protéines, la tyrosine, 3 pour 3 molécules d'iode. Elle était dans une norme santé. Ce qu'on appelle une norme santé, c'est une norme qui a été validée, entre guillemets, par des auteurs de référence dans le domaine, contrairement aux normes de laboratoire, ça va intéresser les gens, qui ont été en fait tout simplement une review du laboratoire une année avant. Donc là, on est en 2025, on aurait dit plutôt 2023 avec les chiffres. C'est-à-dire, ils auraient pris, imaginez une société, on va l'appeler Lambda parce qu'on ne peut pas donner de vrai nom. Chez la société Lambda, qui a des laboratoires dans toutes les villes de France, ils mettent tout le monde sur une abscisse, une ordonnée, et ils retirent 2,25% des bons élèves, 2,25% des mauvais élèves, ce qui fait une moyenne pondérée. Et ça, c'est ce que vous voyez sur votre analyse. Donc, en fait, ça ne correspond pas à une norme santé. Par exemple, dans la plupart des analyses de TSH, l'hormone qui sort de l'hypophyse et qui dit à la thyroïde, vas-y, cravache, fais tes hormones, on est toujours sur une fourchette sur la majorité des laboratoires qui est entre 0,4 et 4,4. Sauf qu'à 4,4, tu me viens voir en consultation, tu es un walking dead, ça va pas, tu vois, t'es en hypothyroïdie plus, ça ne va pas du tout. Mais vraiment. Là, c'est ça qui a mis le doute aussi, parce que du coup, moi, TSH était élevé. Toi, elle était élevée, non pas parce que la T3, T4 était dans les valeurs basses, parce qu'il y a un rétrofeedback. C'est comme si tu avais un petit dessin animé, c'est la vie, un petit capteur, entre guillemets, c'est imagé, c'est faux, mais ça parlera à tout le monde. Un petit capteur qui capte les taux de T3 et T4 libres qui circulent. C'est 0,2% des hormones thyroïdiennes qui ne sont pas dans une protéine. Et cette TSH, entre guillemets, pour toi, n'était élevée parce qu'il y avait une attaque auto-immune. Les gens qui ont une TSH qui explose, il faut tout de suite aller mesurer les anticorps. Sauf qu'en France, la Haute Autorité de Santé est actuellement en train de faire un travail où ils vont verrouiller de plus en plus ces analyses avec des circulaires. La circulaire actuelle, tu fais ta TSH, T3, T4 avec ordonnance avec ton médecin, le laboratoire peut te dire « Madame, vous êtes à 4 et non à 4,6, donc on ne va pas procéder votre T4, T3, donc ils vont aller à l'encontre du choix du médecin. C'est fou. Il faut rentrer dans les clous, sinon ça marche pas. C'est pas la testostérone aussi, Stock, je crois qu'il m'avait dit que aujourd'hui, quand tu fais une prise de sang, en fait, les normes, c'est presque celles de ton grand-père, parce qu'en fait, ils prennent les gens qui se font tester. Et comme les gens qui se font tester, c'est les vieux, en fait, tu te dis, mais je suis dans les normes des vieux. Il y a du vrai dans ce que tu dis, en sens où qui c'est qui va faire mesurer sa testo aujourd'hui? C'est le 35, 45, 55, 65, et il n'a pas des taux de 18 ans, quoi. Donc forcément, les moyennes sont pas représentatives de la population générale. Mon médecin, il voulait pas me la prescrire au début. Il me dit, mais pourquoi faire? Et moi, je suis le mec, je me fais prescrire la vitamine D à chaque prise de sang. Ça me coûte 17 balles. C'est pas grave, ça me semble trop important. 800 processus biologiques, la vitamine D. Tu sais que d'ailleurs, petite parenthèse, malgré une supplémentation et une alimentation riche en poissons gras, etc., je suis pile dans la norme. Sur la vitamine D? Ouais. Et tu te dis quand même, c'est une vitamine qui se stocke. Bien sûr, ça dépend de plein de facteurs, c'est à l'instant T. La dernière fois, j'étais plus haut, mais tu te dis, quand même, je me supplémente. Foie de morue, sardines, tout ce que tu veux en plus. Et ça suffit pas toujours. Parce que peut-être que c'est la première fois de ma vie que j'habite à Paris aussi. Et que mine de rien, par rapport à Bordeaux, ça joue. Ouais, bien sûr. Mine de rien, à Paris, là, ça fait... c'est quoi, 2 mois que j'ai pas vu le soleil, quoi. C'est la même, on est là, blanc. c'est dur, hein. Là, c'est horrible. Je pense que d'ailleurs, l'année prochaine, je me suis dit que de novembre à février, tu disparais en soleil. Bah ouais, ou ailleurs, parce que c'est invivable. D'ailleurs, tout le monde bosse parce que c'est les périodes des fêtes et tout. Donc, je me dis, quel est l'intérêt sur cette période-là de rester à Paris? Je sais pas. Moi, je suis beaucoup de médecins, pas sur les réseaux, mais dans la vie, et je me rends compte que les gros médecins, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils se calent au soleil, nature. Mais ou en Asie, ou juste même en France du Sud. Ceux qui ont vraiment les moyens, là, les copains, ça voyage dur. Hein. Ça voyage dur. Donc, ouais, île Maurice. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Ouais, mais je comprends. Hein. Nous, l'année dernière, on était en Thaïlande, on est rentré pour Noël. On faisait un petit tour. Et janvier-février, j'ai jamais aussi bien encaissé de ma vie, parce que je crois que je suis arrivé avec les stocks de vitamine D au maximum. Non, mais Bah oui, c'est ça. Vraiment, t'arrives avec les stocks, ils sont au max, quoi. Et en plus de ça, ce qu'on oublie de dire, c'est que le soleil, autre que la vitamine D que l'on va synthétiser, amène beaucoup d'ion H-, qui a un rôle sur notre balance oxydative aussi. Ça, on oublie de le dire. Non, mais c'est vrai que... De toute façon, je pense que la plupart des gens, quand ils sont au soleil, on le voit, ils sont beaucoup plus heureux, ils se sentent bien.
c'est pas les mêmes problèmes. Donc, tu vois très bien que la vitamine D, enfin, le soleil a un rôle de fou sur nous, quoi. Et que ça impacte. Et puis, le sommeil que tu auras eu la nuit aurait été complètement de bonne qualité parce que tu as pris une grosse lumière le jour. C'est ça. Tu t'es exposé le matin au soleil. Il faudrait trop qu'on parte à 5 ou 6, tu vois, comme soleil en vacances. Ouais, j'allais te dire, d'essayer de créer une villa mi-santé, mi-travail, parce que je suis convaincu que si on travaille, par exemple, avec, je sais pas, des bureaux, même dans les jardins, etc., soleil, salle de sport, on se bute, par contre, on travaille vraiment, c'est pas en mode touchette, quoi. Genre 4, 5, 6 heures de vrai taf. Je précise de vrai taf, pas de juste je suis occupé sur mon PC. Je suis sûr qu'on pourrait être très productif et en super santé. Ce serait trop un objectif de vie, c'est de faire pas un éco-village, c'est pas le terme, mais un village santé-travail. Genre, il y a 100 personnes, mais du coup, pour 100 personnes, t'as le supermarché qui est hyper sain. J'adorerais trop faire ça. Je pense en fin de carrière, quoi. Ouais, non, mais. Parce que bon, faut le créer, quoi. Déjà que créer du magnésium, c'est compliqué, alors un village de. Ouais, une émulation comme ça, avec tout le monde qui s'émulerait, ce serait tellement productif, tout le monde aurait des idées, et c'est clair, même au sport et tout, complètement. Au niveau du métabolisme du système adaptatif hormonal, ce qui est intéressant aux gens, avant d'aller faire des analyses, c'est de comprendre un petit peu l'ordre. Déjà, le bon sens, comment tu te sens. Après, il y a ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire l'ensemble des questions spécifiques qui peuvent suspecter ou non telle et telle carence ou déséquilibre. Ça, c'est super important. Le cadre qu'on a vu ensemble, le sommeil, le bon sens, qui ne demande finalement aucune étude, juste un biofeedback. Moi, c'est mon grand-père, 98 ans, jamais fait d'études et qui est dans le connais-toi toi-même parfaitement. Tu vois, avec quand même le vin, le fromage comme on connaît, mais qui est dans le connais-toi toi-même. Et derrière ça, s'il y a suspicion, le professionnel de santé qui peut être amené ou non à faire des analyses. Et s'il n'en fait pas, t'en passes un deuxième. Et selon toi, du coup, c'est quoi les 5 hormones les plus importantes ? Alors, c'est une très très bonne question, ça. Moi, j'aime bien en fait dire qu'on est dans la théorie des contraires. C'est-à-dire qu'elles sont toutes importantes. Ouais. Mais je vais quand même répondre avec des vrais noms promis, c'est pour poser le cadre. Et c'est pour dire qu'il y a la théorie des contraires, la théorie du minimum, c'est-à-dire que ce seront les facteurs les plus bas, les plus sensibles qui seront ma priorité. Oui. Chez l'insulino-résistant, par exemple, ce sera l'insuline-glucagon, c'est 2 antagonistes. Chez la personne qui a fait un burn-out, ce sera toute l'arborescence des hormones stéroïdiennes avec prégnénolone, DHEA et autres, cortisol, toute cette chaîne-là, entre guillemets. Thyroïdien, je serais vraiment sur ma thyroïde. Mais sinon, pour répondre à ta question, je vais aller dans le sens de Jean Duchazot, là, qui, pour lui, c'est l'équilibre de mon hypophyse, mes glandes sexuelles, parce qu'il y a un intervalle des deux, ma thyroïde et mes surrénales. Pour lui, c'est ces quatre points. Alors, c'est très schématisé parce que lui, c'est dans le sens que ces hormones ont une implication très directe sur ta manière de penser, ton mood, non sur ton libre arbitre, mais sur ta manière d'avoir une influence hormonale. Et je trouve qu'il n'a pas trop tort, entre guillemets. On aurait pu rajouter la pinéale par rapport à pour en rajouter une 5e. Ok. François, il y a un an, tu avais fait un petit jeu. Tu te rappelles du oui-non ? Oui-non, ouais. Alors, on a posé là une question pour voir ta réponse. Non, je rigole. Mais ça se trouve, je répondrais différemment, parce que grâce à vous, j'ai évolué. Je viens juste y penser, ça aurait été trop marrant de... Ouais, bon. Là, on a un nouveau oui-non. Ouais. Est-ce que t'es prêt ? Comme ça, après, tu rebondis, on pourra repartir. Je fais que oui-non, je dirais. Les gens adorent qu'on fasse un short sur ça, donc... j'adore aussi. Je commence ? Allez. Vas-y. Les hommes ont de moins en moins de testostérone. Oui. L'eau du robinet est néfaste pour notre santé. Oui. Est-ce que la thyroïde est l'hormone la plus importante ? Non. Le sport est la solution à tout problème hormonaux. Oui. La musculation est le meilleur sport pour la santé. Oui. On peut soigner l'endométriose naturellement. Oui. On est obligé de passer par des médicaments pour se soigner de maladies hormonales. Non. Se soigner passe par beaucoup de... Pardon, je refais. Se soigner passe beaucoup par la psychologie. Oui. Les Français sont bons en gestion du stress. Non. Le véganisme est le pire régime. Elle est sur celle-là. Joker ? Ouais, Joker. Mes amis vegan, Joker, désolé. Les problèmes hormonaux sont dus à nos habitudes dans notre enfance. En partie. Les hommes ont moins de problèmes hormonaux. Oui. Ok. Eh bien, déjà, j'aime bien que tu dises que la musculation, c'est le meilleur sport.
Sans hésitation. En fait, je trouve que c'est un sport qui te fait cardio, quand c'est bien fait, force, mais aussi, on ne dit pas assez, souplesse. On a l'impression que la musculation, ça rend rigide, mais c'est pas vrai. Quand tu fais un squat avec 100 kilos sur le dos, à 90 degrés, et que tu descends même plus bas, en fait, t'es hyper souple. Les tractions, c'est de la souplesse, c'est des étirements, c'est de la mobilité d'épaule aussi. Et c'est pas vrai, c'est le petit mec qui est tout rigide en muscu. Généralement, c'est qu'il y a aussi un ratio muscle-gras qui est pas très intéressant, qui fait que t'es pas assez mobile. Mais je trouve pas que t'es enfin voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Alors, je suis pas coach sportif. Nous, on a juste une casquette où on en fait de la musculation, et avec justement les mêmes sources que les coachs, vraiment avec les mêmes auteurs. Mais tu as raison, dès qu'on fait un squat, on travaille nos agonistes et on étire nos antagonistes. On est vraiment dans cette réaction où ce que tu contractes d'un côté, tu l'étires de l'autre, comme le biceps. Quand tu contractes ici, ça étire le triceps, tout le monde le comprend. Donc tu as raison, la musculation travaille aussi cette dimension souplesse. Moi, ce que j'aime dire, c'est que pour rebondir sur l'aspect capital glandulaire, c'est que ta masse musculaire d'aujourd'hui sera probablement un matelas en cas de coup dur par rapport à ta santé de demain. Tu prends, il y a plein d'études. Tu prends par exemple une femme qui a une bonne masse musculaire à 50-60 ans versus sa sœur jumelle qui a pas fait de sport, qui va être toute maigre. Tu mets une opération chirurgicale lourde sur les deux, les statistiques de survie ne sont pas du tout, et de récupération ne sont pas du tout les mêmes. C'est dingue. Hein. C'est dingue, hein. Bon, ça, la musculation d'aujourd'hui, c'est une manière de capitaliser sa santé pour l'avenir. Sans compter que ta masse musculaire, du coup, est ce capital mitochondrial. J'adore ce truc-là, parce que là, on est dans du anti-aging. C'est-à-dire que, au lieu de visualiser un beau muscle qui est joli, tout ça, visualiser cette masse pratiquement monétaire, cette capitalisation en ATP, que va produire l'ensemble de ce système musculaire, qui va du coup servir à faire toutes tes hormones, tes neurotransmetteurs, tes opérations, etc., etc. Le muscle, c'est la santé, c'est ton filet de sécurité par rapport à certaines faiblesses glandulaires. J'ai jamais vu concrètement un hypothyroïdien sur plus de 400 consultations qui avait un physique de bodybuilder ou qui avait un métier manuel. Jamais. Jamais. C'est-à-dire que tu as des hypothyroïdiens qui font du sport, la musculation, certes, mais c'est pas leur capital de base, c'est pas leur histoire. Ce sont plutôt des gens qui sont dans je marche pas trop, j'ai tendance à aller un peu au sport parce que des Meryl, ça n'existe pas, tu vois, par exemple. Des Meryl. Meryl, c'est l'exception. Meryl. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Elle a un super capital musculaire, elle bouge, elle est dynamique, elle prend soin. Non, elle n'est pas dynamique. Elle est intenable. Jamais assise, toujours debout. Ah, c'est vrai que ça, c'est... Ouais. Elle n'aime pas s'asseoir. Elle fait de la course, de la musculation. Mais qu'est-ce qu'elle sait pas faire? Elle crée des marques de compléments alimentaires, elle fait des podcasts. Ça se trouve être ça le problème, c'est que je bouge trop en fait. J'arrive pas à me reposer. Ah, je sais cueillir, repose-toi un peu, tu vois. Mais elle est justement à 200% dans la solution qui est normalement pour les personnes hypothyroïdiennes. C'est-à-dire dans la création, le thyroïdien a besoin aussi de créer, de formuler, créer, de faire part à cette imagination, parce que quelque chose que les gens trouvent un peu perché, mais que je suis fan, cette endocrinopsychologie, c'est-à-dire le profil à la base de cet équilibre glandulaire qui est un peu comme une symphonie avec des instruments qui jouent différemment, aura un impact sur ta manière de penser. Et concrètement, la plupart, sur les 400 profils thyroïdiens, si je ferais un time-lapse, comme ça, on voit tous leurs visages, vous direz, mais en fait, ils se ressemblent. Ils ont tous un point commun, c'est le côté un peu artiste, intelligence émotionnelle, humaine, le steward, l'hôtesse, le DRH, la personne qui va être infirmière. Il y a vraiment un stéréotype clé qui est à l'opposé du profil surrénalien, bon flic, bon militaire, intelligence pragmatique, métier du bâtiment avec des grosses mains chaudes et tout. C'est hallucinant. Ouais, il y a des similitudes selon les personnes. Et moi, je vais rebondir sur... Véganisme. Ouais, parce que du coup, tu as parlé, justement, pour tout ce qui est maladie métabolique, il faut beaucoup de vitamine B, etc., et qu'on retrouve quand même beaucoup dans l'alimentation carnée. Donc, comment expliquer que c'est pas le pire régime, le véganisme, par rapport à toutes nos maladies? Alors là, du coup, je vais prendre des grosses pincettes avec ce que t'aimes, le ça dépend. C'est-à-dire que il m'est arrivé dans ma vie de rencontrer des pur vegan, qui faisait du sport, qui était taillé sec, qui prenait pas de traitements hormonaux, qui envoyait, parce que derrière, il y avait une telle connaissance du corps humain où ils étaient à pas trop travailler pour avoir plus de récupération, parce que la viande, on a beau dire ce qu'on veut, la viande, ça t'aide quand même à être productif, à travailler, à envoyer un petit côté un peu sanguin. Marchesso, il disait que l'homme est un animal tropical,
fait pour vivre de loisirs et d'une alimentation végétarienne. Sous-entendu, si tu travailles derrière un bureau, que tu as froid, que tu thermorégules pas et que tu vis pas dans la nature, quoi. Tu vis pas en nature, oublie complètement et mange des produits quand même céréaliers et viande qui vont te permettre de survivre quoi, à cette adaptation. C'est intéressant, c'est vrai que c'est très intéressant ce côté. Tu peux être vegan, mais pas en faisant 8h, 18h, en étant à ton compte et en étant surmené du matin au soir. Et à Paris, c'est-à-dire qu'il y a des exceptions. Hein. Bien sûr, toujours. Toujours. Et moi, avec tous mes collègues, entre guillemets, je peux vraiment l'aborder. C'est-à-dire que je connais aujourd'hui des véganes en France qui n'ont pas de carence en B12 et qui ne se supplémentent pas, ce qui me paraît aberrant. Mais ce sont des gens... J'ai un exemple en tête. Hein. La nana, elle est végane. Ça fait peut-être 10 ans, 15 ans. Elle a une alimentation remarquable, un mode de vie sud de la France, piscine, cadre un peu tranquille. Une entreprise, certes, mais elle sait se manager. Et elle n'a pas de carence en B12. Pour les gens qui nous suivent, la B12, c'est les produits carnes et c'est la chair animale, la B12. Et rien d'autre. Hein. Tu peux me survendre en me disant qu'il y a de la B12 au niveau de ton intestin, tu ne l'absorbes pas. De la B12 dans certains produits végétaux, non, niet. C'est vraiment les produits animaux. Elle n'avait pas de carence. Il y a des exceptions. Mais c'est un petit peu la théorie chinoise. C'est-à-dire, je mets en avant, je prends 10 000 Chinois, je leur donne une solution de musculation et je prends les 10 qui ont performé et je les mets en avant. C'est ça un petit peu. Ouais. 10 000, ouais. Mais c'est ça, en fait, ce qu'on aime bien dire, c'est que les régimes, il faut l'adapter à soi. Mais malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'optimisent pas leur mode de vie, leur alimentation. Et donc, du coup, ça devient très compliqué justement de ne pas avoir de carences, etc. Parce que même quand tu optimises, tu as des carences. Et que cette personne-là, du coup, elle a vraiment su adapter son mode de vie, son environnement. Et du coup, ça marche. Mais c'est une exception. Une exception. C'est ça. Et chez les véganes, concrètement, si quelqu'un est végane, Robert Masson, qui était un naturo très connu, disait « Demandez-lui à cette personne comment elle sent au bout d'un an, elle se sentira bien. Au bout de 2 ans, elle aura les yeux en 16/9. Et au bout de la 3e année, un syndrome métabolique. Il faudra au moins 3 années à cette personne pour avoir un feedback au niveau de ce régime. 3 ans. 3 années, c'est impressionnant. Et au niveau des analyses biologiques, du coup, qui vont précéder un petit peu cet état-là, tu peux faire déjà la B9, la B12, la méthylation avec l'analyse d'homocystéine, déjà qui sont vraiment des indispensables pour les véganes. Et bien sûr, après, toutes les analyses, si anémie sur la ferritine, tu peux aller plus loin, la thyroïde, tu as besoin de fer, notamment, tu vois, c'est tout con. La B12 va rentrer dans plus de 400 processus biologiques, donc si la personne a des problèmes au niveau de son mood, son état d'esprit, sa qualité de sommeil, etc., sa digestion, souvent les véganes, au bout de 3-4 années, peuvent avoir, pas tous, peuvent avoir des problèmes de production d'acide chlorhydrique, de digestion aussi, avec la bile et tout. C'est fréquent. Donc, si vous êtes végane, j'ai un petit conseil. Bravo pour votre éthique alimentaire. Déjà, on n'est pas là pour dire du mal. Complètement. Oui, c'est que nous, on le voit d'un point de vue santé, mais je sais qu'il y a une personne d'ailleurs qui m'a écrit en privé, qui m'a dit je comprends et tout, le côté manger de la viande pour la santé, mais moi, j'ai vraiment le côté éthique animal. Et je dis je comprends, et moi, quand je parle, c'est vraiment santé, mais j'accepte et je comprends totalement le côté bien-être animal, et ça, je reproche pas. Effectivement, il y a des viandes de meilleure qualité, des élevages où quand même on prend soin de la bête. Moi, j'ai la famille agriculteur, donc je sais un peu aussi comment ça marche. Et que même si tu tues l'animal à la fin, c'est pas quand même la même vie qu'elle a entre une vache en plein air et une vache dans un élevage entassé qui voit jamais le jour. Mais je peux comprendre, effectivement, c'est pas... Ouais, c'est du choix personnel. C'est ça. Je laissais placer. C'est du choix personnel, effectivement. Vous pouvez aussi peut-être vous rapprocher de milieux un peu plus chauds. C'est horrible à dire, mais moi, tous les gens avec qui je travaille, qui sont véganes ou végétariens, crudivores, qui sont en pleine santé, la plupart, ils ont tous migré en Thaïlande, en Asie, dans un endroit chaud, quoi. Oui, on en vient à l'équateur, quoi. Ils sont pas dans le Larzac. Ceux-là qui sont restés, tu vois... Ceux qui sont restés un petit peu en France en mode Larzac, tout ça, ceux qu'on connaît, ils sont jaunes, ils ont le regard en 16/9, ils ont froid, et ils ont une baisse de la masse musculaire, tu vois, au niveau du visage. On en revient à la même chose, c'est qu'une bonne température pour l'être humain, c'est quand même 25 degrés. Et on oublie qu'avant, les gens migraient d'une saison à l'autre. Et nous, on est dans des sociétés où, un constat, tu fais ta vie au même endroit les 12 mois de l'année, sauf les vacances. Mais tu vois, on se disait avec Meryl, en vrai, je comprends pas même... Rien que comment tu peux habiter, les villes comme Lille, Paris et tout, dans une société, si on migrait encore, mi-octobre, on part, quoi. Et on revient en avril.
Moi, je suis pour ça. Mais je trouve ça trop bien. C'est juste, je pense que de nos jours, ce serait impossible à faire, rien que économiquement. Même si t'as des enfants, tu les mets comment à l'école. Ouais. Mais tu vois, tu pourrais t'arranger. Peut-être t'as un pote qui monte. Enfin, il y a des trucs. Je pense qu'il y a des trucs à faire. Tu parlais tout à l'heure de famille. Je divague complètement, mais c'est pas grave, c'est la fin du podcast. Je suis sûr qu'on va revoir bientôt l'émergence de t'achètes une maison, il y a 4 familles dedans, il y a quand même des dépendances comme ça, tout le monde est tranquille, mais en fait, à 4, tu mutualises tellement qu'en fait, tu peux avoir des choses beaucoup plus grandes. Parce que le problème, c'est quand tu prends un appartement à 1 ou 2, t'es petit. Mais tu le vois, hein, quand tu pars en vacances, je pars vraiment dans tous les sens. Oui, mais sur le côté, oui, mais ça fait partie de la santé, tu vois. Si l'environnement. demain, tu veux une maison dans le sud avec le soleil, un sauna, une salle de sport, et que tu y vas avec ta copine, versus vous êtes 10 potes et vous vous dites chacun se répartit et tout, je peux te dire que tu vas pas avoir accès aux mêmes choses, quoi. Alors moi, je compléterais avec ce que tu dis. Toi, tu dis potes, c'est normal. Moi, famille. Moi qui suis un peu plus daron, j'aurais tendance à rajouter, tu as plutôt le cadre, tu pars, c'est moins fun, on va se dire, mais tu pars, t'as la belle-sœur, le beau-père, la machin. Ça très bien. Très famille aussi. Très famille. C'est que j'ai dit potes parce que oui, mais pour montrer que ça aide aussi à l'environnement, et on le voit très bien aujourd'hui, les sociétés les fameux blue zones, là où on vit le plus longtemps, ils sont très proches de leur famille. Ça montre que le lien social est hyper important, et on parlait de psychologie sur les maladies, ça joue, quoi. Blue zone, j'ai vu un truc super intéressant sur les blue zones, en fait, c'est que il y a un scientifique qui a repris toutes les études à l'appui de toutes les zones des blue zones, et il s'est rendu compte qu'il y avait une énorme fraude, en fait, notamment par exemple, en Grèce et au Japon, avec Okinawa et puis certaines îles grecques, il y avait en fait une non-déclaration des décès pour garder, tu vois, les retraites. Mais c'est vrai que ça marche comme ça, il y a des systèmes comme ça, comme en Italie, tu vois. Voilà. Donc il y a eu... Ok, moi je pense... Ok. Il y avait moi, c'est pas une fraude, mais je connais la Sardaigne. J'y suis allé. Dans le reportage, je pense qu'ils ont enlevé tous les repas à base de viande. C'est des carnivores, les mecs. Carnivores. Et dans l'épisode, c'est oui, on mange des farines de pois. Non. Je sais que c'est faux. On les a fait, les agritourismes en Sardaigne. C'est pas vrai, tu vois. Non, ils produisent eux-mêmes leur leur charcuterie, la produisent eux-mêmes. C'est juste qu'elle est de qualité, mais ils mangent de la viande. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de végétarisme et tout. Je vais être beaucoup plus terre à terre. C'est que je me dis, si on est omnivore, ce n'est pas pour rien. Oui. C'est pas parce qu'à l'inverse, tu vois, le débat est accepté, est-ce qu'on peut être vegan ou pas. Par contre, dès que tu dis, est-ce qu'on peut être carnivore, tout le monde hurle. En mode, non, c'est impossible. Oui, mais en fait, si la théorie, c'est qu'on peut être les deux, c'est qu'on est omnivore et qu'on peut être vegan, alors, pousse l'extrême, si théoriquement c'est possible, on pourrait être carnivore. Et en vrai, on va pas se mentir, tu manges pas de fibres, il te manque quand même beaucoup de choses. Même si je suis même sûr qu'avec viande, œufs, poisson, beurre, fromage, tu peux déjà bien t'en sortir, c'est pas viable. Mais tu vois, dans ce sens-là, il n'y a pas le débat. Donc, comme s'il y avait aussi quelque chose de très émotionnel dans ce débat, comme tu l'as dit tout à l'heure. Politique aussi. Ouais, c'est vrai que t'as le fameux logo, c'est le pathos, où finalement beaucoup de gens vont prendre en compte directement avec ce champ émotionnel comme ça le débat. Mais si on veut être vraiment pragmatique, sur les régimes carnivores, il y a des cycles. J'ai l'impression que tous les 30 ans, il y a un cycle carnivore, parce que c'est un régime qui est très 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 ancien. Déjà, on en parlait en 1900 et quelques, il y a beaucoup d'auteurs qui sont très anciens par rapport à ça. Est-ce que ça va augmenter, par exemple, ton balance acido-basique vers l'acide? Peut-être, probablement, oui. Sauf que finalement, la viande n'est pas si acidifiant que ça, contrairement à tout ce que le mouvement hygiéniste met en avant. Par exemple, Robert Masson, il avait fait le comparatif. Tu mets des haricots, des pois chiches, tout ça, tu as 4 fois plus d'acide urique sur des légumineuses. Si tu compares avec le café ou même le cacao cru ou autre, tu exploses les scores finalement. La viande n'est pas si acide que ça. La viande apporte aussi énormément d'acides aminés divers, qu'ils soient essentiels ou semi-essentiels, qui vont vraiment booster l'ensemble du système adaptatif. Concrètement, même ta détox hépatique, tu as besoin de cystéine, tu as besoin de tyrosine pour ta thyroïde, tu as besoin... on citait plein d'autres, de tryptophane pour produire ta sérotonine, pour produire qui est le précurseur de ta mélatonine. Donc les protéines, tu en as besoin. Même tes antioxydants qui protègent la thyroïde, ça c'est un sujet. Par exemple, moi, mes profils thyroïdiens, s'il n'y a pas cette barrière de l'éthique alimentaire, je dis bien si, parce que je vais le respecter, je leur fais manger plus de produits carnés parce que je veux augmenter des
antioxydants que le corps produit, glutathion, superoxydismutase, catalase, qui protègent énormément contre un ensemble de radicaux libres, notamment qu'on retrouve sur les problématiques d'Hashimoto. Ça, c'est référencé qu'aux États-Unis, étude d'appui. En France, personne n'en parle. Et en laboratoire, ça se mesure facilement. Et c'est dans la problématique d'Hashimoto. Superoxydismutase, catalase, ce sont des sélénioprotéines. Donc, la thématique des viandes va être indispensable. Et sélénium, sélénium, tu as ça dans les fruits de mer, tu as ça dans les noix du Brésil. Sélénium aussi, grosse problématique. Vous en avez dans les compléments, je crois, du sélénium, non certains? Non. Prochaine forme. Parce qu'en France, il y a une énorme carence de sélénium dans la terre, en fait. On ne sait pas, mais dans tout ce qui... Tu vas au Brésil ou dans d'autres pays, dans la terre, il y a vachement de sélénium, quoi. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais je sais plus ce que je disais. En tout cas, non, mais c'était très intéressant. C'est sur les produits carnés. Ouais. Je vois l'heure qui tourne, on va devoir. On refera un épisode. Ouais, il y a trop de trucs à dire. Je pense un jour, on fera le François Talk. Ça va durer une journée. Le François Talk. Bon, François, merci d'être venu. On mettra tous tes liens en description. C'est gentil. On mettra ton Insta, on mettra ta formation de thyroïde également. Ouais. Pensez à liker, commenter, à vous abonner. Vous savez que c'est ce qui nous donne la force, ce qui nous permet aussi de pouvoir réinviter des invités comme François. Donc, s'ils viennent sur le podcast et qui vous apportent autant de connaissances gratuitement, c'est grâce à vous en mettant un petit commentaire, un petit like, un petit 5 étoiles. Donc, n'hésitez pas à liker. Puis François a l'air d'avoir bien aimé le magnésium, donc faites comme François et allez sur nutripreneur.com, corps et esprit 20% sur votre première commande. D'ailleurs, non. Peut-être pas là, mais la vitamine D est en train d'être produite là, au moment où on tourne. Et donc là, au moment où ça sort, vu que c'est dans 6 jours, peut-être que dans 2-3 jours, il y aura les précommandes sur le site de vitamine D à l'huile d'olive, justement. Vitamine D3, K2, tout ce qu'il faut, on est bien. Et justement, on s'est battu pour pas avoir de l'huile de tournesol dedans, que tout le monde voulait nous en mettre. Voilà, on vous embrasse, les amis. Rendez-vous dimanche prochain à 18h. Et voilà, merci beaucoup François. Merci. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.